Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va, et toi, comment ça va? Ça va bien, sauf que là les Elohim ont hanté mon ordinateur, puis j'avais travaillé sur un gros cas sur l'église raélienne, puis là il est supprimé pour toujours, fait que je suis triste un peu. Oh, après le fantôme de Mary Gallagher, c'est les Elohim oui. qui viennent de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, on dirait que je suis vraiment hantée, je sais pas ce qui se passe, fait que je continue à fouiller, mais c'est pas grave parce que c'est pas moi qui raconte le cas aujourd'hui de toute façon, hein? C'est moi qui vais au bat. Bon, voilà, yes sir. Fait que aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un cas que quand j'ai annoncé à mon père que toi pis moi, on allait se partir un podcast de crime, il m'a dit « Ah ben là, va falloir que tu parles de cette histoire-là, ma fille, là, c'est une des histoires les plus connues au Québec, là, tu peux pas passer à côté de ça, là. » Mais je pense que c'est une affaire d'une autre génération, par exemple. Peut-être que les gens de notre âge, ils vont pas connaître ça, puis qu'on va leur apprendre bien des affaires. Ben, écoute, les gens de l'autre génération vont être comme « Oh, ça! » Puis notre génération va être comme « Wow! » Puis les Gen Z vont faire Qu'est-ce que c'est ça? Les Gen Z vont faire des TikTok en faisant des lip-sync par-dessus nos voix. Mon Dieu, j'espère! Oh, ce serait comme le Epitome of Fame, là. Oh my Comment on God. dit ça en français? Ce serait l'apothéose de notre célébrité. Genre, soit une drag queen t'imite ou des Gen Z font des TikTok sur toi. Ben là, je pense que les Gen Z font des TikTok sur toi, c'est plus qu'une drag queen imite, parce que les Gen Z, ils vont take over the world bientôt. Ah là. oui, il faut leur laisser leur Y a place. rien qu'on peut faire. Tu sais, techniquement, dans une galaxie près de chez vous, là, c'est des Gen Z qui s'en vont chercher notre nouvelle planète, là. C'est notre avenir, Flavien et Bob. Fait qu'avant ça, on va boire du café. Yes, sir. Fait que là, t'as un café spécial là, qui n'est pas disponible ici à nous recommander, juste pour nous compliquer la vie un peu plus. Eh oui, je m'excuse, aujourd'hui, je vais faire ma poffine. J'ai un café qui m'a été remis par un ami à moi et mon copain qui vit présentement en Ouganda pour le travail et il a pu revenir cette année. L'année passée, il n'avait pas pu revenir et il nous a gentiment offert du café de l'Ouganda. Oh! Parce que la particularité, c'est qu'au Canada, quand on a des cafés qui proviennent du continent africain, ça vient pas mal toujours de la Tanzanie, du Kenya ou de l'Éthiopie. Ok, je savais pas ça. Oui, C'est fou à quel point je connais rien sur le café pour quelqu'un qui anime un podcast de café. ben, c'est correct, tu l'apprécies. On peut aimer Mais les choses j'essaye. sans tout savoir. J'apprécie aveuglément. Comme District 31. Oui, On sait pas oui, tout. effectivement. Puis, oui, le café, ça s'appelle le Elgon Blend parce que ça vient de la montagne Elgon, qui est en Ouganda elle-même. C'est une maudite bonne raison. Alors, c'est un café de type Arabica, et puisque les sols de la montagne sont volcaniques, ça donne un café de torréfaction moyenne et qui est vraiment très, très doux. C'est vraiment un excellent café pour le matin. C'est le goût de café très traditionnel auquel vous pouvez penser présentement, donc un peu caramel, orange fumé. Oh! C'était vraiment un excellent café. Même mon conjoint, qui est un peu moins aventurier du côté café, l'a beaucoup aimé. Oh, tant mieux. C'est distribué par la Sasa Coffee Company, qui est une compagnie éthique de distribution de café et qui aide l'économie ougandaise. Oh! J'ai fait une petite recherche sur Internet. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé de distributeur pour le Canada, autre que si vous avez, vous aussi, des relatives en Ouganda qui pourraient vous en rapporter. Oh! Ça peut être un beau cadeau à offrir, mais sinon, si un jour vous voyez du café du Mont Elgon chez un torréfacteur, gâtez-vous, c'est un excellent café, je vous le recommande. Oh, c'est le fun. Moi, je n'ai pas de... J'ai personne de ma famille qui est présentement au Ouganda. Un Je ne jour suis pas dans peut-être. cette situation-là. Un jour peut-être. On sait pas quand ça peut arriver, ces affaires-là. Ça nous frappe sans crier gare, le monde qui s'en va au Ouganda. Il y a une auditrice qui nous a demandé par courriel d'expliquer en ondes qu'est-ce qu'on met dans notre café. Parce que là, on parle beaucoup de sortes de café, mais on n'a pas parlé de nos préférences. C'est vrai. Fait que, est-ce que tu veux parler de tes préférences avant qu'on commence
Charles Marion, puis que je revienne de ma dépression de Raël qui a disparu de mon ordinateur. Reviens, Raël, reviens! Je viens de me rendre compte que je vous ai juste teasé, mais que je vous ai pas dit en tant que tel que j'allais vous parler du kidnapping de Charles Marion, mais... Oh mon Dieu, je l'ai spoilé! Bon, ben on parle de Charles Marion. Puis il y a toutes les Gen Z qui sont comme... On parle de Charles Marion, de rien, papa. Ouais. Alors oui, moi, mon café, j'aime ça le prendre noir. En fait, C'est ça que je pensais. Yes, sir! j'aime mon café comme j'aime mon métal noir. Ouais! Comme ton or. Exactement, parce que j'ai un petit peu de misère à digérer le lait. C'est plate de même. C'est Ah. plate de même, je suis vieille, j'ai de la misère à digérer le lait. Ah, pas moi, j'ai pas ce problème-là. Puis mon café, en tant que tel, avant, j'aimais beaucoup le préparer à la presse française, mais mon chat a maudit ma presse française sur le plancher, fait que maintenant, j'ai plus de presse française, donc de retour à la cafetière et le mocha. J'ai maudit moi-même ma presse française sur le plancher la semaine passée. T'as même pas besoin d'un chat pour faire ça. Hey, écoute, Mhm. on est indépendante de même. Alors oui, je le prends noir. Et sinon, une autre recette de café que j'aime beaucoup, vous vous faites un café quand même assez fort. Mhm. Vous mettez du Cointreau, de la crème fouettée et du zeste d'orange. Ça a l'air vraiment bon. Ça s'appelle un Marie-Thérèse, ça vient de l'Autriche. Oui. Je pense que vous mettez du sucre aussi, mais moi, j'en mets pas parce que je suis pas une dent très sucrée. Mais voilà, un Marie-Thérèse, j'aime ça le soir, des fois, comme dessert. Et toi, Catherine, comment prends-tu ton café? Moi, c'est très simple. Moi, je le prends pâle comme ma peau. Et au cas où vous aviez pas compris, je suis pâle. On est très pâle. Fait que je le prends très pâle. Ouais, c'est ça. Moi, je le prends avec beaucoup de lait. Puis là, ça donne lieu à des belles conversations comme passer au service à l'auto au Tim Hortons puis dire que je veux 4 laits dans mon café puis répéter que je veux 4 laits dans mon café. Parce qu'il y a jamais personne qui prend ça. Puis même 4 laits du Tim Hortons, c'est pas assez pâle pour moi. Mais le café du Tim Hortons est assez réputé pour être assez fort. Oh my god. C'est du goudron. Non, mais il est vraiment fort, c'est ça, c'est un peu intense. Mais si je suis dans un restaurant, par exemple, dans un bon restaurant déjeuner où est-ce qu'on n'a plus le droit d'aller parce que la COVID, ben, je vais mettre une crème puis un lait parce que sinon, ça ferait trop de lait puis je prendrais tous les petits gobelets de lait puis tout le monde m'aillerait. Oh, moi, je taillerai jamais. Oh, c'est gentil. Fait que c'est comme ça que je prends mon café. Puis moi, j'aime ça, le lait de vache. Ah! Il y a plein de monde qui vont faire comme... Mais j'aime aussi le lait d'avoine. Fait que c'est ça que je mets dans mon café. Voilà, maintenant, vous nous connaissez mieux. Oh my god, c'était tellement une longue intro. Fait que c'est ça, Charles Marion. Je vais commencer avec mes sources. Alors, j'ai des articles de la presse, du Soleil, La Tribune, Radio-Canada et Maclean's, ainsi que le livre Victime au banc des accusés, qui a été écrit par Pierre Marion, le fils de Charles Marion. Donc, ça a pas mal été mon gabarit, puis après, je confirmais des informations avec des articles connexes. Oh! Et juste avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, ici, à Un peu de crème dans ton café, on preach le self-care. Alors, Oui. dans l'épisode d'aujourd'hui, il va y avoir des propos légèrement homophobes. Je m'en excuse à l'avance. What? Des gens au Québec homophobes? Je sais bien. Puis de mention de violences sexuelles faites aux hommes en milieu carcéral. Et tabarnouche. Et il va aussi y avoir, malheureusement, des mentions de suicide. Ah, ça, je le savais, ce bout-là. Mais c'est gentil de m'avertir, quand même. Mais je sais que tu fais pas ça pour moi, tu fais ça pour nos auditeurs. C'est pas grave. Mais pour toi aussi, j'aime mieux que tu le saches. Fait que, mention de suicide, et juste vous rappeler que si vous ou un de vos proches a présentement besoin d'aide, il y a le site suicideactionmontréal.org et leur numéro de téléphone, c'est le 1-866-277-3553. N'hésitez jamais à les appeler, ils sont disponibles 24 heures pour vous donner de l'aide et des ressources si vous en avez de besoin. Alors, si tu es prête, je vais mettre un petit peu de crème dans ton café. Oui, j'ai bu tout mon café en essayant désespérément de trouver mon texte de Raël, mais je vais faire semblant. Je vais commencer par une mise en contexte. L'enlèvement de Charles Marion, avec 82 jours de détention, c'est le plus long enlèvement de l'histoire du Québec et le second plus long de l'histoire du Canada. Pour vrai? Oui. C'est quoi le premier plus long de l'histoire du Canada, tu le sais-tu? Tu veux-tu commencer par le 3? Le 3, j'imagine que c'est James Cross. Ben oui, bravo! Avec 59 jours de détention à jaser avec le FLQ. Ah, juste ça, c'est bien pas beaucoup. Mais c'est correct parce qu'il jasait avec... nature. Il jasait pas avec Alexis Cossette-Trudel, il jasait avec Louise. Ça devait être un peu plus intéressant. Oui, quand même. Effectivement. C'est quoi le premier? Le premier, c'est l'enlèvement de Abby Drover, une jeune fille qui a été enlevée en 1900...
Je vais te l'expliquer. Excusez, je vais essayer d'arrêter de sacrer, vu qu'il faut toujours que tu censures mes sacres. C'est correct, ça me fait rire. Who the quick quack quick is that? Une jeune fille qui a été enlevée en 1976 par un voisin qui l'a maintenue prisonnière dans un bunker souterrain pendant 181 jours. Ok, non, mais ça, c'est moins le fun. Mais pareil. là, par chance, ça s'est passé en banlieue de Vancouver. Fait que toi et moi, on n'aura jamais à en parler. Oh, yes sir! Quand même pas le fun. Mais c'est quand même pas beaucoup de temps comparé à... Natacha Ariel Kampuch, Castro. puis... Oui, c'est ça, j'allais dire! Puis à toutes les femmes kidnappées par Ariel Castro. Mais quand même, c'est une chance pour nous autres aussi. J'avais tellement de Est-ce- phobie d'être kidnappée quand j'étais petite, là. C'était genre ça, les sables mouvants, puis le triangle des Bermudes. Ben là, je te comprends. Les sables mouvants, là, j'en ai pas vu assez dans ma vie. J'en ai vu 0. Moi non plus. Puis dans les films, on dirait qu'il y en a à tous les coins de rue. Sur ces parenthèses dans des parenthèses, nous sommes le soir du 6 août 1977. Wow! Charles Marion, 57 ans, gérant de crédit à la Caisse populaire des Jardins de Sherbrooke-Ouest, se rend à son chalet de Stoke, accompagné de sa secrétaire, Aline Hiergeau. Après avoir montré à la jeune femme les améliorations qu'il avait apportées à sa propriété, il l'invite à l'accompagner dans une maisonnette située à proximité du chalet pour y récupérer de la nourriture pour les truites du lac artificiel qu'il avait fait creuser. OK. Il s'en allait au chalet avec sa secrétaire! Oh, il était-tu marié, M. Marion? Ben oui, t'es marié, Marion! Oh, ben le petit flimeur! Oh, OK. C'est cependant là que la soirée elle va prendre une tournure assez inattendue quand deux individus armés, la tête couverte d'un bon nylon, entrent dans la maisonnette et ordonnent au couple « Les mains en l'air, c'est un hold-up. Faites exactement ce qu'on vous dit, sinon vous allez le payer cher. Couchez-vous sur le plancher, sur le ventre, les mains sur la tête. Aline, place-toi à côté de la toilette. Charles, mets-toi ici à côté du divan, puis grouillez pas de là. » Oh my God, il savait c'était qui? Il connaissait leur nom? Ben, à Aline? Ouais, Oh my c'est le détail God! qui m'a fait un peu what? Alors Charles et Aline obéissent, et à l'aide de cordes de nylon et de rubans adhésifs, le premier homme va bâillonner Aline en plus de la ligoter à la base de la toilette. De son côté, le deuxième homme va ligoter et bâillonner Charles, en plus de lui placer une tête d'oreiller en guise de cagoule sur la tête. Oh my God! Ensuite, les deux hommes saisissent Charles et le traînent jusqu'à sa camionnette avant de disparaître dans la nuit. Si les ravisseurs avaient juré à Aline qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que quelqu'un viendrait la détacher et qu'elle aurait bientôt des nouvelles de Charles, ce n'est que le lendemain, en après-midi, qu'elle va être libérée par Diane, l'épouse de Charles Marion. Ouais, moi j'aurais comme des doutes. Je sais pas pourquoi que tu penserais que des kidnappeurs sont de bonne foi et vont revenir te détacher. Hey, j'espère que c'est des bons gars, là. Ils m'ont déjà kidnappé, hey. Hey, c'est ça. Il était assez fin. Puis ça a pas dû être awkward du tout quand la femme de Charles Marion est arrivée. Ben non, pas tout. Charles Marion, lui, n'est pas sur le point d'être libéré. Bon. Après avoir été enlevé à bord de sa propre camionnette, ses ravisseurs l'ont amené à ce qu'ils appellent sa chambre d'hôtel, soit une cache située au fin fond du bois. L'endroit consiste en un trou d'un peu moins d'1 mètre carré et d'environ 1,5 mètre de profondeur, muni de quelques marches rudimentaires. OK. Au fond du trou, on retrouve une porte qui mène sur une petite pièce qui comporte un plafond bas, un plancher en ciment, un matelas en mousse, 2 chaudières, une remplie d'eau pour se laver, puis une vide pour les gens qui font du camping sauvage, vous savez pourquoi. Non! Wesh! Même pas de petits sambons de toilette! Un petit sapin, là. Non! OK. Pour lui amener un petit peu de réconfort, ses ravisseurs vont aussi lui laisser une réserve de chandelles et d'allumettes, de la nourriture, du gin et des cigarettes. Du gin? Du gin. Ça passe le temps, boire du gin. Oui, c'est un choix comme un autre. Est-ce qu'il savait qu'il aimait le gin? C'est pas mentionné, puis Charles Marion ne fumait plus non plus. Donc, c'était « on te les donne, fais ce que tu veux avec ». C'est bien drôle. Mais moi, si j'étais dans une petite cachette en dessous de la terre, je fumerais pas, me semble, à un moment donné, ça vient un petit peu dégueulasse, mais peu importe, faites ce que vous voulez. Ben oui, mais c'est comme, c'est les années de l'ancien temps. Ouais. Non, mais c'est les années 80, fait que, je veux dire, anything goes pour le fumage. Yes sir, gâtez-vous. Et pour éviter une tentative d'évasion, Charles va être forcé de porter 3 chaînes, une au cou, une à la taille et une à la cheville. Et quand les ravisseurs sortent de la cache, la porte est maintenue fermée à l'aide d'un canon de carabine en fer.
canon de carabine en fer. Ben, selon moi, c'est qu'ils ont découpé le canon puis qu'ils s'en servent pour faire juste une barrure. J'étais comme, ils ont mis un gun dans le coin de la porte. Ben ouais, c'est logique, ok. Ben là, il y a pas de chaîne à ses bras. Non, mais c'est pour qu'ils puissent se nourrir. Oui, puis aussi des pilates. Exactement. Je veux dire, des chaînes sur les chevilles, c'est pas mal comme si t'avais des poids. Ouais, tu vas pouvoir courir plus vite. Il était tout seté faire du workout dans son kidnapping. Il va ressortir Jack! Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? C'est comme la prison. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Une bonne salle d'entraînement. Des visites conjugales? Peut-être pas se faire kidnapper aussi. Être chez vous. Ouais. Non, je sais pas, chez nous, il fait froid. Chez nous, il fait froid, puis mon ordinateur délite mes fichiers sans mon accord. J'aime pas ça chez nous. Venez me kidnapper, je suis pas avec Aline, pis j'aime pas tant la cigarette, là, mais Ok, oui. En plus des chaînes, Charles va être forcé de mettre sa cagoule chaque fois que les ravisseurs lui rendent visite pour lui donner des nouvelles du monde extérieur et refaire ses provisions. Pendant sa captivité, Charles va principalement interagir avec 2 de ses ravisseurs. Le premier ravisseur est un homme dur et autoritaire que Charles va surnommer le boss. Ok, pas très original, mais en même temps... c'est un gérant de... c'est un gérant de jardins, populaire. Oui, c'est ça, c'est pas un poète. Ok, parfait, le boss. Je m'attendais à un nom, tu sais, comme Bob. Le gros Bob. Mais non, ok, parfait, le boss. Le boss. Bruce Springsteen. Exactement. Ah! Fait que tu peux t'imaginer que c'est Bruce Springsteen qui l'a kidnappé. Yeah! Non, il ferait jamais ça, Bruce Springsteen. Non. Il est bien trop gentil. Je pense qu'il est trop occupé aussi à faire un podcast avec Barack Obama. Oh my god, je savais pas qu'il faisait ça. Mais dans les Ouais. années 80, il était occupé à faire de la musique. Puis à divorcer. Puis il l'a appelé le boss aussi parce qu'il reconnaît sa voix comme étant celle qui donnait des ordres à ses ravisseurs sur leur walkie-talkie pendant le trajet dans sa camionnette jusqu'à la cache. Mon Dieu, il est bon quand même. Je veux dire, j'ai de la misère à identifier les voix au téléphone. Identifier une voix sur un walkie-talkie. Ouais, c'est un walkie-talkie en plus, là. C'est un talent. D'accord. Ah oui, ça c'est le boss. Ah! C'est le boss qui va informer Charles qui compte exiger, pour sa remise en liberté, une rançon de 1 million de dollars auprès de son employeur, le Mouvement des Jardins. Ben, c'est bon ça. S'il y a bien du monde qui ont de l'argent, c'est les banques. Exactement. C'est tout plein, Il y en a tout plein de bon sens, cette histoire-là. J'aime ça jusqu'à date. Je sens que j'aimerais pas ça plus tard. Non. 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 Le deuxième ravisseur est plus empathique, voire même sympathique à l'endroit de Charles. Lui, c'est le doux. Non, pour cette raison, Charles va lui donner le surnom de... Mon chum. Ben voyons donc, pour vrai. Ouais, mon chum. Ah, c'est mon chum. C'est pas ton chum, Charles! Ah, c'est mon grand chum, là! C'est pas ton chum, c'est ton kidnappeur! Ok, parfait, oui. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai, comme la belle et la bête. Exactement. Il va l'appeler mon chum, même s'il reconnaît sa voix comme étant celle d'un des 2 hommes qui l'a enlevé à Stokes. J'aime ça, il garde pas de grudge, il pardonne. Éventuellement, Charles va même parvenir à convaincre le chum de lui retirer la chaîne qu'il avait à la taille pour qu'il puisse dormir plus confortablement. Ah! Ben, j'avoue que c'est pas confortable, une chaîne. Pas vraiment. Mais il est donc bien gentil, mon chum. Ouais, il est fin. Oh, mon chum. Donc, de retour à Sherbrooke, les secours s'organisent et vont mener rapidement à une première découverte intéressante. La camionnette de Charles Marion, stationnée à l'aéroport de East Angus, situé à 20 km du centre-ville de Sherbrooke. La découverte va cependant soulever de nouvelles questions. Par exemple, est-ce que Marion aurait pu être transporté à l'extérieur du pays? Sinon, pourquoi les ravisseurs auraient pris la chance d'abandonner la camionnette à un endroit aussi achalandé que le stationnement d'un aéroport? Ouais, je veux dire, c'est ça qu'il a fait pour le FLQ, mais c'était pour qu'il trouve Pierre Laporte. C'était pas pour qu'il le trouve jamais. C'est ça, puis en plus, cet aéroport-là prend pas de vols commerciaux, mais il est fréquemment utilisé par les hélicoptères de la SQ pour des situations de recherche et de sauvetage. Donc c'est vraiment brazen d'aller direct en dessous du nez de la SQ, mettre des indices. Il y a beaucoup de situations de recherche et de sauvetage dans le coin de Sherbrooke. De Sherbrooke. Apparemment. Coudon, achetez-vous des maps, des GPS, faites de quoi? Il doit y avoir des boisés. Il n'y a pas tant que ça de forêt. Oui, il y a beaucoup de forêt dans ce cas-là, mais je veux dire, faites quelque chose. Arrêtez de vous perdre, là, la SQ, il essaie de faire d'autres choses. Mais là, je pense que Bear Grylls aurait intérêt à aller faire un tour là-bas, montrer au monde comment faire du survivalisme, puis se faire piquer par les abeilles. Un épisode spécial de Bear Grylls à Sherbrooke. Sherbrooke. Alors, c'est le 8 août que les ravisseurs vont communiquer leurs intentions pour la première fois via un communiqué trouvé dans la boîte des dépôts de nuit de la caisse Sainte-Jeanne d'Arc de la rue Bowen.
OK. Dans ce communiqué, les ravisseurs s'adressent à un certain monsieur Nebetz, soit monsieur Claude Steben, alors directeur de la Caisse populaire de Sherbrooke-Est, et l'informe que celui-ci est désormais responsable de la vie de monsieur Noiram. Donc, c'est les noms inversés. Mais Monsieur Steben, ça sonne comme un personnage de François Pérus. Je sais. OK, oui. P.T.R. et Steben. Ouais, c'est Pierre et Steben. Non, mais il y a pas un personnage de François Pérus qui s'appelle Claude Steben, là, je comprends pas trop. Peut-être. OK, ouais, fait qu'ils ont inversé les noms de famille. Pour parler en code. C'est trop pour moi. Oui, mais c'est comme... Non, ça m'aurait passé 15 pieds au de la tête. Attends qu'on arrive aux instructions pour les drops de rançon, tu vas faire comme j'aurais abandonné. Sorry. Puis il aurait dit, c'est ça, bonjour Madame Etoc, nous avons kidnappé votre famille. Puis je serais comme, c'est qui ça, Madame Etoc? Je me demande, c'est qui? C'est-tu mon nom à l'envers? OK. C'est bien le skill qu'on apprend au primaire à écrire son nom à l'envers, par exemple. OK. Demande de rançon. Alors, on va informer M. Steben que l'on exige une rançon de 1 million de dollars pour la remise en liberté de Charles Marion et que toutes les communications entre la Caisse et les ravisseurs vont devoir se faire via la station de radio CHLT de Sherbrooke. On précise également qu'il est inutile de négocier le montant demandé et le communiqué est signé « Les 7 serpents noirs ». Voyons donc. Prenez-vous donc plus au sérieux tant qu'à y être. À l'époque, on a cru à une référence Les serpents possible noirs. à l'Armée de libération Saint-Bionnaise, le groupe responsable de l'enlèvement de la riche héritière Patty Hearst, De Patty Hearst, ben voyons donc. et qui avait pour symbole un serpent noir à 7 têtes. Wow. Puisque l'enlèvement de Wow. Hearst avait eu lieu en 1974 et qu'on était encore proche des enlèvements de James Cross et Pierre Laporte par le FLQ, on peut comprendre qu'au début, on a pensé à un motif politique. Effectivement. Parce que tantôt, j'ai dit que c'était les années 80, mais c'est même pas vrai. C'était en 77. On approche des années 80, là, le spray net commence à se faire sentir. C'est juste que je sais pas compter. OK, parfait. OK, peut-être une affaire politique. En 1977, 1 million de dollars, c'est une somme énorme. Aujourd'hui, c'est 4 150 000 et 619 dollars. Puis pour vous donner une idée, en 1963, quand le fils de Frank Sinatra est kidnappé, il avait payé $250 000 pour sa remise en liberté. Donc, la Caisse va répondre à l'appel des ravisseurs et les ravisseurs ont semblé assez ouverts à la discussion avec la Caisse. Bon, ben c'est le fun, ça. Ils sont ouverts d'esprit. Parle-moi de ça, des choses qui se règlent rapidement. Non, c'est une joke. J'écoutais, c'est une joke. OK, Mais là, malheureusement, la famille Marion, elle va pas mal être gardée dans le noir par les agents de la SQ. Ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe, puis les seules informations qu'ils parviennent à obtenir, c'est les messages qui passent sur les ondes de CHLT. En tant que tel, la SQ communique pas avec eux. J'aime pas ça, moi, les phrases qui commencent par « malheureusement Désolée. ». On le sait que ça va être négatif. Whoopalaï. Whoopalaï. Là, je vais vous éviter le back and forth entre la Caisse, la SQ et les ravisseurs, parce que c'est bien plate, là, mais en gros, vous pouvez vous imaginer une chicane de famille entre deux personnes bien tête de cochon. J'imagine ça. Mais au final, les ravisseurs vont accepter de baisser la rançon à 250 000 $ et de fournir des preuves photographiques de l'état de santé de Charles Marion. En échange, les ravisseurs veulent pouvoir désigner eux-mêmes les émissaires qui vont devoir leur remettre la dite rançon. Il y a plusieurs noms qui circulent, dont M. Steben et éventuellement Pierre Marion, le fils aîné de Charles Marion. Tous deux vont cependant être refusés par la SQ pour des raisons de sécurité et aussi parce que la SQ n'avait pas écarté la possibilité que Charles Marion ou un membre de sa famille ait quelque chose à voir avec l'enlèvement. Hey, les gens sont tellement suspicieux! We can't go on a suspicious mind, comme qui disait Elvis. Dans quelque chose? Il disait ça, Elvis! Je le savais pas! Celle qui commence avec I'm calling a train, I can't hold back. Because I love you too much, baby. C'est ça? Oh, wow. Celle-là. Ah, ben, je la connaissais, finalement. C'est correct. Le fantôme de ma grand-mère va sûrement se revirer dans sa tombe. J'espère que le fantôme n'est pas dans la tombe, en tout cas. J'espère qu'il est libre. Ouais, moi aussi. Encore du back and forth, puis le choix des émissaires va s'arrêter sur 2 journalistes, soit Normand Maltais, de la station radiophonique CKC 730,
Yes. qui avait réussi en 1971 à négocier la libération d'une jeune fille qui avait été prise en otage par un fugitif armé. Écoute, ça arrive non bien souvent, ça. J'ai jamais entendu parler de ça, moi, du monde qui se font prendre en otage au Québec. Moi non plus, je pense que c'était plus à la mode dans les années 70. What is wrong with people? Ouais, c'est ça. Et là, j'imagine que vous en doutez, parce qu'on est dans les années 70 puis qu'on parle de journalisme puis de prise d'otage. Claude Poirier, Discat! Oh, Claude Poirier, Discat! Yes, sir! C'est le 23 septembre que va avoir lieu la première tentative de drop. Normand Maltais et Claude Poirier, armés de 2 valises remplies de coupures de 10 et de 20, vont se rendre dans la région de Whedon, près de Saint-Gérard, mais ils ne vont pas parvenir à remettre la rançon aux ravisseurs. À la raison, supposément, la présence de 2 gardes-chasse aurait fait rater l'opération. C'est du moins ce que racontent Maltais et Poirier lors de leurs émissions respectives, parce que la SQ, elle va tenter d'étouffer l'affaire autant que possible. De leur côté, les ravisseurs vont déclarer via un nouveau communiqué que quand Maltais est sorti de la voiture avec les 2 valises, ils ont repéré une voiture de filature de la SQ à moins de 10 mètres des émissaires et se seraient donc enfuis, comprenant qu'il serait impossible d'échapper aux policiers s'ils tentaient de récupérer les valises. OK. Donc, qu'est-ce qui a fait échouer la première tentative de paiement? Les gardes-chasse ou la présence accrue des policiers sur les lieux? À ce jour, Claude Poirier affirme encore avoir vu les 2 gardes-chasse qui auraient sans doute effrayé les ravisseurs, mais officiellement, la SQ n'a jamais rien confirmé. Pierre Marion, lui, dans son livre, il pense que les 2 gardes-chasse étaient peut-être les ravisseurs déguisés. Ah! Ça aurait été brillant, pareil. Chacun sa théorie là-dessus. Ben ouais. Suite à l'échec du premier paiement, la SQ va essayer de contrôler un peu plus les journalistes qui s'étaient rendus à Sherbrooke pour couvrir l'affaire. Il va y avoir plusieurs perquisitions dans les chambres d'hôtel et véhicules des journalistes pour y saisir du matériel d'écoute électronique. Du matériel d'écoute électronique illégal! Fait que là, Luc Dion était bien déçu parce qu'il savait plus quoi écrire dans le District 31. Oh non, il y avait plus de matériel d'écoute électronique illégal. Puis malgré tout, ça n'empêchera pas que suite à l'échec du premier paiement de la rançon, il y a un reportage qui va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada par un ou une journaliste que je ne suis pas parvenue à identifier, et au cours duquel on affirmait de sources sûres que l'enlèvement de Marion n'était qu'une vaste supercherie. OK. Et même pendant le reportage, on dit « Quand Marion sortira de sa cachette, il se pourrait bien qu'au lieu de rentrer chez lui, il entre plutôt en prison. » La famille Marion est sous le choc. Toute une menace, là, ça. Dans son livre, Pierre Marion se questionne quant à la supposée source du journaliste. Ouais. Puisque la SQ avait déjà interrogé Pierre à plusieurs reprises en lien avec son implication dans l'enlèvement de son père, il peut pas s'empêcher de se demander si la SQ elle aurait pas quelque chose à voir avec ce reportage. Mais, pas le temps de vous inquiéter parce que le 29 septembre, une 2e tentative de paiement de la rançon est mise en place, cette fois-ci à Sherbrooke. OK. Encore une fois, c'est Normand Maltais et Claude Poirier qui vont se rendre sur les lieux dictés par les ravisseurs. Mais cette fois-ci, ils vont parvenir à déposer les mallettes qui vont éventuellement être récupérées par les ravisseurs. Mais là, coup de théâtre, la SQ va procéder à 3 arrestations. Malheureusement, pas celles des ravisseurs, qui sont encore une fois parvenus à passer entre les mailles du filet de la SQ qui avait monté ses effectifs à 300 policiers, des chiens et même un avion qui survolait le secteur. Tabarnouche, OK? Des chiens! Quand ils lâchent les chiens, c'est sérieux, là. Les chiens, là, c'est comme... J'espère que tu cours vite. Mais là, il était disparu depuis combien de jours, là? Là, on est rendu fin septembre, puis il s'est fait enlever début mon Dieu, août. début août! Ça fait 2 mois quasiment. Ça fait longtemps! Ça fait longtemps OK. qu'il est parti, là. Dans le fond, ce qui est arrivé pour l'arrestation à laquelle la SQ a procédé, c'est que le soir de la 2e remise, il y a 3 neveux de Charles Marion armés d'une radio CB qui ont tenté de se rendre au domicile d'une connaissance pour mieux suivre l'opération policière qui devait faire libérer leur oncle. Mais là, petit hic, la maison était barrée parce qu'elle faisait partie du secteur couvert par la SQ. Et là, aussitôt, quand la SQ a appris que des membres de la famille de Marion essayaient de passer un barrage policier, on a procédé à leur arrestation parce que la SQ était bien boquée sur leur théorie que c'était la famille Marion qui avait tout planifié. OK. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était juste un malentendu, puis on les a laissés aller. Oh, bon ben tout est bien qui finit bien. Alors, les neveux sont relâchés, et quelques heures plus tard, c'est dans le Journal de Montréal que la famille va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, après avoir déposé les mallettes, Maltais et Poirier auraient reçu des ravisseurs via une radio CB, l'ordre de remonter dans la voiture et de se rendre au centre de pèlerinage de Beauvoir, de l'autre côté de la ville, pour recevoir des instructions pour la remise en liberté de Charles Marion. Ah, OK. Une fois les émissaires partis, les ravisseurs auraient récupéré les mallettes, avec lesquelles ils auraient couru pendant environ 500 mètres, moment où ils auraient décidé de s'arrêter pour inspecter le contenu.
Et à l'intérieur des 2 mallettes, on ne trouvait pas 250 000 beaux dollars, mais bien des pamphlets sur la sécurité routière et un tracker électronique. Ils se sont fait bamboozle! Oh my God! Alors, ils ont bamboozle la SQ à leur tour. On a abandonné les mallettes et la SQ aurait donné l'ordre à ses effectifs de laisser les ravisseurs s'échapper parce qu'ils craignaient pour la sécurité de Marion si ces ravisseurs devaient être arrêtés ou abattus. Ouais, c'est ça, parce qu'après ça, comment tu fais pour le retrouver? Parce que c'est ça, ils n'avaient aucun indice quant à l'emplacement de la cache. Genre, ouais, on va dire que t'es arrêtes toutes, pis t'es comme « Yes, sir! » Puis après ça, il meurt de faim dans son bunker. On n'est pas plus avancé. Ben non, pas pantoute! Puis là, tentative échouée égale nouvelle rumeur qui circule dans les médias. Et cette fois-ci, c'est le réseau CTV qui va dire que de sources fiables, il y a un témoignage selon lequel la voix qui a donné des instructions à Maltais et Poirier le soir du 29 septembre, la voix elle avait été enregistrée et comparée à des enregistrements de la voix de Marion que les ravisseurs avaient fait parvenir pour prouver qu'il était toujours en vie. Ouais. Et là, toujours selon CTV, la SQ aurait été en mesure d'établir que la voix qui avait guidé les émissaires sur les ondes était celle de Charles Marion. Ben non! Mais je veux dire, tu sais... Je suis choquée! OK. Tu sais, un gun, ça tombe. Oui. C'est un bon argument pour faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas le goût de faire. Ah ouais? Tu sais, un gun, ça tombe, puis un texte écrit, ça fait des miracles. Non, moi je préfère être dans le doute total, puis voir où cette histoire s'en va. Je veux dire, c'est peut-être Charles Marion qui donnait des instructions, mais les ravisseurs voulaient peut-être aussi qu'on reconnaisse pas leur voix, justement. C'était peut-être planifié. Ouais, mais peut-être que les ravisseurs, il y avait pas... Je fais vraiment l'avocat du diable, là, mais peut-être que les ravisseurs, ils y avaient pas pensé au fait qu'ils pouvaient analyser leur voix. Oh, aussi. On peut penser plein de choses. On peut aussi penser que la CTV a juste dit de la chenoute. Là, on présume qu'ils sont intelligents, les ravisseurs, mais on le sait-tu? On le sait pas! On les connaît pas personnellement. Non, on les connaît pas! Mais là, tout seul dans sa prison, Charles Marion, il va commencer à désespérer. Et il va douter fortement de l'intention de ses employeurs de payer une aussi grosse rançon pour permettre la libération d'un de leurs employés. Il va se dire qu'il reverra jamais sa famille. Oh. Mais là, pour essayer de lui remonter le moral, ses ravisseurs vont lui apporter des journaux, plus de gin et même des pilules pour l'aider à dormir. Ok, c'est gentil, mais it's too little, too late, comme qu'ils disent. Dans les journaux, Marion va découper des photos de sa famille qui accompagnaient les articles et va les coller au mur de sa cellule. Mais éventuellement, le poids de sa solitude va avoir raison de lui et il va faire une première tentative de suicide en ingérant une trop grande quantité de somnifères. Oh non! Heureusement, le chum va arriver à temps sur les lieux pour le faire vomir et il va même lui permettre de prendre l'air et lui servir un bon petit repas pour le requinquer. Il va lui dire « Mon chum, pourquoi t'as fait ça? On va te laisser partir un jour. » Mon chum, lâche pas la pétate. Non, lâche-la pas, la pétate. Elle est dure à tenir, mais lâche-la pas. Une deuxième fois, Marion va mettre un sac de plastique sur sa tête en plus de sa cagoule pour essayer de s'asphyxier. Mais cette fois-ci, c'est son instinct de survie qui va être plus fort et il va réussir à s'extirper du sac à la dernière minute. Oh, il voulait pas vraiment mourir, il voulait juste pas mourir. Ça me touche. Je suis touchée. C'est triste, là. C'est long, 82 jours tout seul. Oui, c'est long. Puis tu penses pas que le monde, ils vont réussir à finalement te faire sortir de là? C'est normal. Conscients de la détresse que vit leur otage, les ravisseurs vont se faire de plus en plus virulents à l'endroit de la police et de la caisse dans leur communiqué et vont accuser la police de plus se préoccuper des coffres de la caisse que de la vie de Charles Marion. Ben, là, jusqu'à date, j'irais jusqu'à dire cela. Moi aussi, je suis un petit peu du bord des ravisseurs là-dessus. Là. Après 2 échecs, la SQ commence à pogner les nerfs et décide de resserrer son étau autour de Pierre Marion, qui soupçonne encore d'être derrière l'enlèvement de son père. Ben voyons donc, il a quel âge Pierre Marion? Il doit être dans la trentaine? Il devait être fin trentaine, me semble, à cette époque-là. Oh my god. Il a eu ses enfants jeunes, Charles Marion? Ben, c'est l'époque, hein? Oh, t'as pas! Ok, parfait, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'époque. Et eux, ils se sentaient en mesure d'affirmer ça, parce que selon eux, Pierre Marion, il était trop willing de servir d'émissaire. Et il le soupçonne donc de vouloir s'échapper avec la rançon ou d'être de mèche avec son père pour qu'ils se sauvent ensemble et s'assurent une retraite dorée. Mais là, élément important à savoir, la SQ avait fait analyser les dossiers de crédit de Charles Marion, puis le monsieur, il avait vraiment pas de problème d'argent. Fait que ça tient pas trop la route comme argument.
En fait, la seule chose que Charles y avait à se reprocher, ben c'était sa maîtresse, Aline Hiergeau, mais sa femme la connaissait. Donc, Ouais, mais sa femme, elle devait pas savoir que c'était sa maîtresse. ben, ça dépend des articles. Il y a des articles qui disaient qu'elle le savait. À moins qu'il y ait un arrangement. Oh, Il y a des articles qui disaient qu'elle le savait puis qu'il y aurait un arrangement. C'est pas trop clair. mais on sait-tu combien d'argent qu'il y avait? Parce que c'est comme, il était pas à plaindre, il aurait pas fait ça pour l'argent, il était pas à plaindre, mais on sait-tu combien d'argent qu'il y avait, la famille Marion? J'ai pas trouvé de chiffres. Ça disait juste qu'il y avait pas de problème d'argent. Puis le chalet de Stoke était quand même assez gros, donc. Ouais. Mais la rançon était de combien? 500 000? Là, elle a baissé à 250 000. Ah, ça, c'est pas bon signe quand tu baisses la rançon. Mais, ouais, mais tu sais, je sais pas. Tu dirais que 500 000 ou 250 000, c'est pas comme une coupe de millions, là. Ça commence à baisser, mais c'est quand même cher aussi. OK, j'essaie d'évaluer le pourcentage de culpabilité de tous les gens impliqués dans cette histoire. Oh, moi, je le paierais le 250 000 pour te ravoir, inquiète-toi pas. Ah, c'est gentil. Moi, je paierais le 250 000 pour avoir mon texte réel. Alors, la SQ va demander à Pierre Marion de se rendre à leur bureau, sans toutefois spécifier la raison pour laquelle il voulait le voir. Ouais. Et là, je vais vous lire l'extrait du livre, parce que ça m'a fait rire. OK. Pierre se rendit donc au bureau de l'enquêteur et fut introduit à son bureau immédiatement. Il paraissait fatigué mais détendu. Il rappela à Pierre les rapports qu'ils entretenaient depuis le début de l'enlèvement. Il conta qu'il l'avait trouvé intelligent et que n'eût été les circonstances entourant l'enquête, il aurait aimé sa compagnie dans un contexte social normal. Il alla jusqu'à dire que les analyses de Pierre l'avaient fortement impressionné. Ça commence à sonner comme un complément de sandwich, là. Elle s'en vient quand, Oui. l'insulte, là? OK. C'est comme, OK, tu beurres épais, là. Moi, je trouvais que c'était quasiment un 50 Shades of SQ, là, comme « OK, messieurs, on va se calmer. » Oh, Bouchka, wow, wow. Et là, ben, après les fleurs, Oui. l'enquêteur balance le pot à Pierre et on l'informe qu'on a placé une filature sur lui et Oh qu'ils non. ont constitué un important dossier de preuves circonstancielles contre lui. Dans ce dossier, on Ah oui, retrouvait comme quoi? des preuves accablantes, telles que, un jour, il a passé un appel avec une cabine téléphonique et un autre jour, il attendait pour passer un appel avec une cabine téléphonique. Tu bien su, c'est juste ça, les preuves qu'ils ont, c'est bien niaiseux. C'est ça, les preuves. Parce qu'il disait « Mais t'as un téléphone chez vous, pourquoi t'allais dans une cabine téléphonique? C'est vrai, ça. Ah, ça, c'est tout un argument, la SQ. Ah, Bravo. c'est aussi spécifié il sortait du bureau de l'optométriste, OK, puis dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. OK. Mais non, pour eux, c'était une grosse preuve que monsieur se servait des cabines téléphoniques. Peut-être qu'il voyait pas clair puis il était pas capable de retrouver sa maison. Puis il avait besoin de l'aide d'une cabine téléphonique. Et là, attention, ça va être ici les propos légèrement homophobes. Nouvel extrait du livre de Pierre Marion. Oui. Peut-être pour donner plus d'autorité à ce qu'il venait de dire, l'enquêteur décida de jouer au policier vulgaire. Il plaça un de ses pieds sur le siège de la chaise entre les jambes de Pierre Oh my God! et commença à lui décrire avec précision la grandeur qu'atteindrait son anus après avoir passé un certain nombre d'années à l'intérieur. Pourquoi? Au besoin, Qu'est-ce qui se passe? au besoin, les policiers pourraient s'assurer qu'ils se fassent enculer à répétition par des prisonniers bien équipés. La police est capable de s'arranger pour faire ça? J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aurions-nous confiance en la police après une information comme ça? C'est bien weird! Est-ce que la police a découvert l'éthique après les années 70? Je ne sais pas. C'est quoi le but? Pourquoi qu'il fait ça? C'était pour le menacer, lui mettre Ouais, la ouais. pression, puis qu'il craque, mais comme... Ouais, mais je veux dire, c'est weird comme menace. C'est très weird et très homophobe, et on s'excuse à nos auditeurs. Moi, c'est le pied entre les jambes, sa chaise, pis tout. C'est menaçant, c'est un power move, là. Qu'est-ce qui se passe? M'a pilé ses chenolles, mon maudit, puis ensuite t'expliquer tout ce qui va t'arriver quand tu vas être en prison. Mais voyons donc! Ok, parfait. Mais vous aussi, ne faites pas ça à la maison. Non. À moins que ce soit votre king, que vous avez le droit. Écoutez, si vous voulez Ouf. faire du prison roleplay, ça nous dérange pas en autant que tout le monde a dit oui. C'est vraiment weird. Puis ça a pas marché. Non, parce que Pierre va pas se laisser intimider et va Non. continuer d'affirmer son innocence ainsi que celle de son père. Ouais. Finalement, on va le laisser partir chez lui, non sans avoir passé un polygraphe qu'il a passé haut la main. Ah, ok.
Yay! Bravo! Découragés, Pierre et la famille Marion vont décider d'offrir une porte de sortie à la SQ, qui a pour principe de jamais payer de rançon. La famille s'engage à amasser des fonds pour payer elle-même 50 000 $ aux ravisseurs. Naturellement, la SQ, qui soupçonne encore et toujours Pierre, refuse la proposition. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, si la famille Marion était tellement riche, là, pourquoi ils étaient pas capables de faire ça avant? Parce que la SQ leur disait de pas faire ça? Ben, c'est que la SQ, ils voulaient essayer de s'en sortir sans payer. Maudit cheap. Maudit cheap de gang de SQ. Si on payait trop facilement, ça deviendrait quasiment quelque chose de trop courant. Là. Les gens kidnapperaient tout le temps quelqu'un à toutes les fois qu'ils veulent faire une passe d'argent. Ben écoute, le monde dit ça, là, mais en même temps, je pense pas, là. Je trouve que c'est un argument un peu étrange, ça. Et on peut pas faire ça parce que là, après ça, les gens vont se faire kidnapper. Hey, je pense pas que c'est tout le monde qui serait prêt à kidnapper quelqu'un. Puis ça prend beaucoup de préparation pour kidnapper du monde. Je peux pas croire que ça deviendrait si populaire que ça tout d'un coup. Une mode. Ouais. Faudrait-tu qu'on ait des roches dans nos poches pour être trop pesant pour être soulevé? Là? Ouais. Par je ne sais quel turn of event, il va y avoir un nouveau communiqué dissimulé dans un container à proximité de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke à l'intention de la SQ et qui déclare ceci. OK. Ils se foutent de la vie de Charles Marion, Ouais, pas nous. Nous autres, on a appris à respecter cet homme et on veut qu'il sorte au grand jour pour se défendre. Mais on a dépensé beaucoup pour cette affaire et il faut que quelqu'un paye la facture. Dans la suite du communiqué, les ravisseurs vont demander, cette fois, à la famille Marion de débourser 50 000 $ pour la remise en liberté du patriarche. Mais non, mais c'est pas de même que ça marche. Ils sont bien poches. Mais ils peuvent pas juste baisser constamment la rançon. À un moment donné, ils vont dire, OK, gars, on va vous donner 20$ puis on va le libérer. Là. Je veux dire, ça marche plus, là. On va faire un deal, OK? 2 pour 1. Gardez le pied ferme à terre, messieurs les kidnappeurs, je dis. Entre les cuisses de Pierre Marion. Ouais, don't sell yourself short, les kidnappeurs. Ayez confiance en vous. Et, jointe au communiqué, il va y avoir une procuration rédigée de la main de Charles Marion et qui autorise Pierre à prendre la somme à même ses comptes et à même disposer de ses biens si les fonds étaient à manquer. Fait qu'il était pas si riche que ça, dans le fond. Je sais pas. Mais là, s'il pensait qu'il avait même pas 50 000$ dans son compte de banque pour sa propre rançon de kidnapping, il devait pas être si riche que ça, là. Non, mais je suis sûre que ma famille serait capable de se cotiser pour payer 50 000$ pour ma libération. Ouais, j'espère que la mienne aussi. Je veux pas que les gens me kidnappent, par exemple. Kidnappez-moi pas. Je suis trop high maintenance pour ça. J'ai besoin d'un masque pour dormir. Faut que je boive un café le matin. C'est dur. Oh, je sais pas, Catherine, on a besoin d'elle. Ben, ouais. Moi non plus, touchez-moi pas, je veux pas. Non. À ce jour, on ignore pourquoi les ravisseurs ont dit exactement la même somme que Pierre Marion dans ce fameux communiqué. Mais Pierre Marion, il soupçonne que parce que la famille n'a jamais pu voir la version originale du communiqué, que la SQ aurait peut-être doctor les documents pour lui mettre la pression. Encore une fois, on est dans les suppositions. Okay. Mais là, entre-temps, Pierre avait fait appel à un ancien camarade de classe qui était devenu avocat criminologue à Sherbrooke pour l'aider dans ses discussions assez tendues avec la SQ. Oui, une bonne idée. Et là, la SQ vont expliquer à l'ami qu'ils ont 4 raisons de refuser l'offre de la famille Marion. Bon, c'est quoi encore? Maudite bande de SQ de Schneid, oui. Alors, premièrement, les ravisseurs vont exiger comme émissaire Pierre Marion et un ami de Charles Marion. Et la SQ craint que ça soit un piège pour capturer un autre Marion, comme si c'était des Pokémon puis ils voulaient collecter them all. Gotta catch 'em all, Marion! 2, on craint que les ravisseurs se servent des 50 000 $ pour maintenir le siège. 3. Les ravisseurs pourraient décider d'exécuter Marion en mesure de représailles contre la SQ et la caisse, et ce, tout en gardant l'argent de la famille. Et 4. On soupçonne encore et toujours Charles Marion d'avoir quelque chose à voir dans l'affaire et d'avoir décidé de faire chanter sa propre famille après avoir échoué à faire chanter son employeur. Ben moi, j'irais pour la suggestion numéro 3, mais ça, c'est juste moi. Et vous, ça serait quoi votre option? Ouais, non, moi, j'aurais peur, effectivement, qu'il l'ait peut-être déjà exécuté, parce que c'est pour ça, en tout cas, dans des cas de kidnapping que je connais, c'était pour ça que les gens finissaient par baisser la rançon. C'était comme, ben, il est mort, puis ils vont finir par comprendre qu'il est mort. Fait qu'on va demander moins d'argent! Mais c'est ça. On va essayer d'avoir qu'est-ce qu'on peut avoir. Oui, on va essayer d'avoir le maximum qu'on peut avoir, mais on n'a plus la personne entre nos mains parce qu'on l'a tué. Mais c'est ça, moi, je sais pas. Je comprends pas trop la SQ là-dessus. Oh, moi aussi, à un moment donné, je suis comme, OK, là, vous pouvez le lâcher, Pierre Marion, là, vous l'avez questionné, puis ça n'a rien donné. Ouais, c'est ça. Explorez d'autres pistes, messieurs. Ouais, laissez-les vivre!
Pauvre Pierre Marion. Puis en plus, Pierre Marion va être informé par un notaire que la procuration qui a été signée par son père, elle n'a aucune valeur légale parce qu'elle aurait vraisemblablement été obtenue sous la contrainte. Ben là, oui, c'est comme l'affaire d'utiliser sa voix que tu as dit tantôt, auquel j'avais pas pensé parce que je pensais que c'était vrai qu'il utilisait sa voix parce que je suis pas plus brillante que les kidnappeurs ou la SQ. Tu te laisses porter par l'histoire. Je me laisse porter par l'histoire. Où va-t-elle me mener? Alors, la famille va se réunir pour convenir du meilleur moyen pour parvenir à obtenir 50 000 Pendant la réunion, le téléphone sonne et c'est l'épouse de Pierre qui va répondre. À l'autre bout du fil, un des ravisseurs lui demande si la famille compte donner suite à leur proposition. Okay. L'épouse de Pierre les informe que la famille est en pourparlers et elle demande si elle peut les rappeler plus tard après un petit back and forth. L'épouse de Pierre dit « C'est pas de vos affaires », puis elle raccroche. C'est très casual, comme peux-tu vous rappeler, on est en train de jaser. Ouais, on va te rappeler tantôt, bye. On est en train de souper, là, ma lasagne est chaude. Le lendemain matin, la SQ a une bonne nouvelle pour la famille. L'épouse de Pierre, elle a jasé assez longtemps avec les ravisseurs pour qu'ils puissent retracer l'appel. Incroyable! Enfin! Triangulation! Oh mon Dieu, non, pas la triangulation! Bon, il met nous le triangle, là. Ça leur a permis de retracer l'appel à une résidence privée à l'ouest de Sherbrooke. Fait qu'on réunit les effectifs, la SWAT, les chiens, let's go, on défonce, puis on trouve ouf, ouf. Une petite famille en train de déjeuner en regardant la TV. Non! Une fois tout le monde calmé, la SQ s'excuse. On comprend que la famille n'a absolument rien à voir avec l'affaire et qu'un des ravisseurs s'est branché à même un câble du poteau de téléphone pour téléphoner les Marion. Puis une fois l'appel passé, ben le méchant il est juste reparti. Ça se fait, ça? Apparemment, oui. Je connais pas ça, le téléphone. Ah ben. Toi et moi, on n'a kidnappé personne, fait qu'on n'a pas besoin de... De savoir que tu peux te connecter direct sur un poteau de téléphone faire un appel. Mais là, pour qu'il ait fait ça, techniquement, faut pas qu'il soit trop loin. Parce que je veux dire, tu fais pas 4 heures de char pour aller te brancher sur un poteau, à moins que tu sois vraiment très intelligent en plus que moi. Très motivé, t'as un char qui va vite, tu cours mais vite. Comment est-ce que ça va se finir, cette histoire-là? Mon Dieu! On arrive. Non, c'est correct, je me le demande. Alors, le lendemain, il y a un journaliste de la Tribune qui va recevoir un nouveau communiqué de la part des ravisseurs. Et ça va être un gros communiqué bien volumineux. C'est quoi la Tribune? La Tribune, c'est un journal de Sherbrooke. Ah, pour ça, je connais pas ça. OK. On l'a pas ici. Alors, il y a des instructions pour la famille Marion dans ce communiqué-là. On les informe qu'une fois que leur décision est prise, ils doivent placer une annonce dans la Tribune pour un chalet à vendre dans la région de Stoke pour la somme de 50 000 $. Cette annonce indiquerait aux 7 serpents noirs que la famille accepte de payer la rançon. Mais c'est trop compliqué, leurs affaires! On dirait un escape the room! Oui, c'est ça! Mais le communiqué il se termine sur une menace. Si on refuse l'offre, Charles Marion va être exécuté le mardi suivant. Alors Pierre va remuer ciel et terre et parvenir à réunir la somme exigée pour payer la rançon. On passe l'annonce dans la Tribune et le lundi suivant, les ravisseurs envoient un nouveau communiqué à la SQ contenant leurs exigences pour le dépôt de la 3e rançon. Bah oui, c'est ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Là, cette fois-là, écoute comme il faut, là. Ah, ok, excuse, go! Non, c'est correct. Il parlait les ravisseurs à la famille Marion. Ah, ok. Alors, cette fois-ci, on désigne comme émissaire Pierre Marion et un ami de Charles Marion. Les ravisseurs expliquent aussi qu'ils savent que la SQ va chercher à imposer la présence d'un garde du corps. Ouais. Alors, ils exigent que celui-ci n'appartienne à aucun corps de police connu. Ça peut juste être un bouncer des fouf. Ben, c'est ça, j'allais dire, ok, mais tu pognes un n'importe quel Joe Blow dans la rue pis t'es comme, go! Accompagne ces deux monsieur! Ça va être Kevin Costner. Dans leur réponse... Pourquoi? Ok. La famille Marion propose un autre ami de la famille parce que celui qui a été proposé par les ravisseurs est en mauvais état de santé. Oh my god, c'est tellement compliqué pour rien. Cibolac! Ok. Ensuite, ils vont expliquer que la SQ ne leur donne pas le choix du garde du corps, mais que celui-ci n'aura pas d'équipement jugé comme non nécessaire à la protection de Pierre et du deuxième émissaire. Genre, il portera pas le micro. Exactement, il va juste... Oh! Il y aura pas un body pack! Pas de body pack! Pas de body pack! En attendant la réponse des ravisseurs, la caisse va sortir l'argent nécessaire au paiement, en prenant toutefois soin de noter les numéros de série des billets. Mais c'est quand même une bonne précaution à prendre. 1, 2, 3... Et là, bonne nouvelle, les ravisseurs acceptent les conditions de la famille et on peut procéder au paiement. Ah, enfin, c'est bol! Mais attends, on n'est pas au bout de nos peines! Ah, ben là... Le lendemain soir, les ravisseurs téléphonent au domicile des Marion pour donner comme instruction à Pierre et ses camarades de se rendre au presbytère de l'église Saint-Jean-Baptiste pour recevoir les prochaines instructions. Oui. Pour éviter la foule de journalistes qui s'étaient amassés autour de la maison familiale,
le deuxième émissaire, assez brillant, avait caché la voiture de Pierre dans le garage d'un ami. Alors, une fois les instructions reçues, les trois vont sortir derrière la maison et traverser à pied dans le noir avec le cash les 200 mètres qui les séparaient du véhicule. OK. Ils ont bamboozlé les journalistes. On dirait, c'est ça? Une fois arrivé au presbytère et après avoir convaincu le pauvre curé surpris en pleine rédaction du sermon qu'il n'était pas venu voler le vin de messe, Ouais, c'est ça. on va laisser... Ah non! Qu'est-ce que tu fais de là? On va laisser Pierre répondre au téléphone qui se met justement à sonner dans le bureau du curé. À l'autre bout du fil, c'est le même homme qui va lui expliquer qu'il doit maintenant se rendre vers le centre-ville de Sherbrooke, prendre la rue Wellington Sud et chercher un panneau publicitaire en face de l'usine Carnation. Derrière le panneau, on va trouver les prochaines instructions, cette fois-ci sous la forme d'une lettre accompagnée d'un plan et de photos qui montrent que Charles Marion est toujours en vie et relativement en santé. OK. Cette fois-ci, Pierre va devoir se rendre dans la région d'Island Brook et de la Patrie pour déposer la rançon. Oh my god, c'est tellement compliqué pour rien. Attends, les dernières instructions, c'est là que j'étais comme « Oh my god, pire escape the room ever ». Qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé, Oui. il doit synchroniser le canal 26 sur sa radio CB Oui. et annoncer à 2 reprises « Bérubé appelle Robert ». Ensuite, il doit faire 2 boucles de 25 km à 70 km/h. Quoi? Après 30 minutes dans la première boucle, Pierre voit des ballons s'envoler dans le ciel. Dans la lettre, on l'avait informé que ce serait le signal, à la suite duquel il devait immobiliser son véhicule et lancer la rançon dans le fossé. C'est une joke? C'est qui a écrit ça? Cibole! Je sais pas, moi aussi je lisais ça pis j'étais comme j'ai mal à la tête. Mais trouver une place, là, pis donner des coordonnées géographiques, ça leur tentait pas! Qu'est-ce que c'est ça? Aller dans un Dunkin' Donut puis passer là en dessous de la table, Vous allez faire pas. 2 boucles de 25 km à exactement 70 km/h et ensuite, au moment où vous verrez des ballons dans le ciel, mais voyons donc! On dirait un mauvais film d'espionnage. 70, là, pas 75! Non, 70. Parce que 70. si tu vas à 75, tu vas pas voir les ballons au bon moment. Mais pourquoi qu'ils t'ont pas juste dit où aller domper l'affaire dans le fossé? Qu'est-ce que c'est ça? Je te time avec un chronomètre! Il faut que tu s'étonises quelque chose sur ton CB. Mais est-ce qu'on savait qu'il y avait un CB? Les ravisseurs, ils avaient dit d'en faire poser un dans sa voiture, que c'était comme ça. Ah que- oui, excuse-moi, j'avais oublié ce bout-là. Ok. J'étais comme, mais moi j'ai pas ça un CB, là. C'est pas tout le monde qui a ça un CB Non. ici. Alors, on voit les ballons s'envoler, Pierre s'immobilise et Je peux pas le croire. deuxième émissaire va saisir la rançon et la sacrer dans le fossé. La chugger par la fenêtre, oui. Une fois la chose faite, il y a une voix qui va s'exclamer sur la radio CB « Allez-vous-en tout de suite ». Oui, mais elle est où? Il est où, Charles Marion? Non, À mais quelle j'aurais pogné les nerfs. vitesse? Si j'avais été Pierre Marion, j'aurais pogné les nerfs. Oh, Mais my peut-être que les God. instructions étaient aussi compliquées pour perdre la SQ qui naturellement suivait. Là. Les ravisseurs savaient que la SQ allait suivre peu importe Mais- ce qu'ils faisaient. là. Je ne peux pas croire qu'il y avait pas un moyen plus simple de coordonner toute cette histoire-là. C'est donc ben con. Je sais, Puis après ça, là, Charles Marion, t'es comme, OK, mais s'il roule pas à bonne vitesse, là, on le tue. j'enverrai jamais mon fils. C'est cave, là. C'est vraiment intense, là. C'est tellement stressant pour rien. Bon, ça a-tu marché, Mais là? là, c'est ça. Pierre Marion, il s'en va, mais il n'y a aucun moyen de savoir Ouais. si ça a fonctionné. Puis en plus, il sait que la SQ est en arrière de lui, là. Il sait. On sait même pas c'est où qui est censé être libéré, Charles Marion, dans toute cette histoire-là. C'est comme un détail important. Aussi. Mais là, il y a 24 heures qui vont s'écouler avant que le téléphone sonne Ouais. à nouveau chez les Marion. Cette fois-ci, on va Ouais. informer Pierre que son père a été relâché dans la forêt, près de l'aéroport de Sherbrooke, et que tout ce qui lui reste à faire, c'est de se rendre sur place et de klaxonner 3 fois pour signaler son arrivée. Il faut qu'il klaxonne 3 fois, puis après ça, une pause de 3 secondes et demie exactement, puis 2 klaxons rapides, puis ensuite, il baisse sa fenêtre, il crie dehors en imitant le bruit du loup. Puis là, son Il père faut va que arriver. tu chantes l'air de Staying Alive. Il faut, mais sur le bon Sur le beat. bon beat. Fait que pars-toi ton métronome, là, parce que si tu chantes pas sur le bon beat, là, on va y tirer dans la tête. Voyons donc! Alors, accompagné par des agents de la SQ, Pierre Marion s'exécute et le jeudi 27 octobre 1977, après 82 jours de captivité, Charles Marion émerge des buissons et se précipite dans les bras de son fils aîné qui le reconduit à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est une très maudite bonne idée, effectivement. Il devait être malnutri, il devait être triste, il devait avoir peur, il devait avoir frette. Pauvre Mais en fait, Charles à Marion. l'hôpital, il devait fermer les lumières parce que ça faisait tellement longtemps qu'il était sous terre que la lumière faisait mal à ses Il yeux. y avait pas de lampe dans son sous-sol de terre. Il y avait des chandelles. Non, j'avoue, c'est pas beaucoup. Ça serait le fun d'arrêter sur cette belle image, Oui. mais les méchants courent toujours.
laissez-les courir au pire, là. C'était tellement compliqué in the first place de revoir M. Marion, là. Mais ça va être simple de retrouver les méchants. J'ai de la misère à te croire, OK? Ça a été... Fais-moi confiance! Ben comment ça que ça a pris 82 jours pour la SQ était pas capable de les trouver, puis là, une fois qu'il est libéré, ils sont capables de les trouver. Je sais pas, je travaille pas pour la SQ. Je le Même sais. si leurs bureaux sont pas loin de chez nous. Je le sais. Va leur poser la question. Va chez eux. J'y vais. Va, J'y vais, là. va à la SQ. Cogne sur la porte et demande. J'ai des doutes par rapport à l'histoire de M. Marion. Êtes-vous incompétent ou quoi? Est-ce Voilà. que vous êtes tweet ou juste On cave? part avec les accusations upfront pour voir comment ils réagissent. Ça va bien passer. Mais là, le 22 juin 1978, soit 8 mois après la libération de Charles Marion, l'enquêteur Roméo Lapalme de la SQ va se rendre dans une discothèque de Sherbrooke pour décompresser après son chiffre Ben, c'est bon, ça. et se lâcher le boogie-woogie-woogie. Boogie, woogie, woogie. Alors, sur place, 2 de ses collègues l'attendent déjà en compagnie d'un homme qui dit vaguement quelque chose à l'enquêteur Lapalme. Alors, après avoir bu sa bière, Lapalme, trop tiqué par l'homme, va décider de retourner au bureau au lieu d'aller chez lui pour consulter le dossier des personnes recherchées par la police. Et boum! C'est là qu'il va retrouver l'homme en question. Oh my God! Michel de Varenne, un évadé d'une prison à haute sécurité à proximité de Saint-Hyacinthe, où Lapalme avait déjà travaillé comme agent correctionnel. Je pensais que c'était comme... c'est Catherine de Montréal, Michel de Varenne. J'étais comme, est-ce qu'on est à la radio? Et tu gagné un concours? Ok, c'est ça son nom. Yes, sir. Non, c'était son nom, Michel de Varenne. Michel de Varenne, ah. Alors, l'homme était recherché depuis maintenant 2 ans. Et ne perdant pas une seconde, Lapalme retourne à la discothèque avec quelques collègues de la SQ, mais pas pour offrir une deuxième ronde de shooter à ses chums. En voyant les policiers revenir dans la discothèque, de Varenne, dont la photo trônait sur un mur de l'établissement parce qu'il était le gagnant de leur concours de cha-cha. 1, 2, 3 et cha-cha-cha et 1, 2, 3 et cha-cha-cha. Va tenter de s'enfuir, mais va être appréhendé dans la rue, non sans qu'il ait tenté de s'enfuir en mordant un policier à l'intérieur de la cuisse. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y avait faim. Je sais pas, mais il s'est fait arrêter dans une discothèque, puis j'espère vraiment que c'est la chanson Bad Girls de Donna Summer qui jouait. Moi aussi. Ça serait la chanson parfaite pour ça. C'est très drôle. Alors, on pogne le monsieur, probablement dans son suit à la John Travolta dans Saturday Night Fever. On l'amène en salle d'interro où est-ce qu'on lui demande de vider ses poches. Et il va produire un billet de 10 $, un billet de 20 $ et du petit change. Ah, c'est bon ça. Jusque-là, l'interrogatoire est assez banal, mais à un moment, l'enquêteur en charge va s'absenter pour répondre à un appel. Et c'est là que les policiers qui surveillent Michel de Varenne vont le surprendre à essayer de manger le billet qui était sur la table. Mais il est bien weird! J'aime pas ça! Pourquoi il arrête pas de mordre des affaires puis manger des choses? Je sais pas! C'est quoi le rapport avec Charles Marion? J'ai peur. Mets pas des choses dans ta bouche, c'est plein de microbes! Ben là, pourquoi tu ferais ça, wesh? Fait que on y enlève le billet de la bouche, parce que moi, quand mes parents m'ont élevé, là, ils m'ont dit de pas mettre n'importe quoi dans ma bouche. Mais c'est dégueulasse, si tu arrêtes de D'un faire coup, ça. ça a été dans un G-string de danseur au 2,81, tu sais pas, là. C'est dégueu l'argent. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Alors, maudit fou! on y enlève le billet, et parce que cette fois-ci, la SQ, ça leur tentait de faire leur job. Je lui appose immédiatement l'étiquette de maudit fou. Ils ont vérifié le numéro de série et le billet faisait partie de la rançon payée par la famille Marion. Ben, c'est un maudit belle coïncidence. Le 23 juin, grâce aux informations fournies par Michel de Varenne, la SQ est en mesure de mettre la main sur ses complices. Claude Valence, son épouse Jeanne Valence, Tous ces gens ont des noms tellement improbables. René Chalifou, Oui. classique, et une autre femme, Louise Beaubien, qui était une amie de Michel de Varenne. Pourquoi il a essayé de manger le billet de banque? Je suis encore stickée là-dessus. Pour s'en débarrasser. C'est dégueulasse! Oui, mais c'est dégueulasse! Rentre, je sais pas, genre, rentre entre tes fesses, fais quelque chose que la SQ voudra pas aller le chercher. Fais-le mais tomber mets-le pas à dans ta terre puis mets ton bouche. pied dessus. Oui, mets-le dans ton bas. Alors, Oh. au début de l'épisode, j'ai spécifié que pendant sa période de captivité, Charles Marion avait principalement interagi avec 2 de ses geôliers, soit le boss et le chum. Ok, mais j'espère bien que Michel de Varenne, c'était pas le chum, parce qu'il me donne des vibes bizarres, là. C'était Michel de Varenne. Non, pas pour vrai? Oh, wesh! Le chum, c'était Michel de Varenne, Mais- 38 ans, mais- un habitué des discothèques de la il région. est Apparemment, il y a beaucoup de bizarre, ton discothèques à chum. Sherbrooke. Oui, il était champion de cha-cha, mais... mais quand même, c'est... Et il avait par ailleurs dansé avec une des filles de Charles Marion pendant qu'il maintenait son père prisonnier. Et il était un athlète qui jouait souvent au tennis avec des enquêteurs de la SQ qui voyons étaient donc. postés à Sherbrooke. Mais voyons là! Encore une fois, pendant l'enquête sur Charles Marion. Oui. Alors, ce détail-là,
pourrait nous laisser croire que c'est peut-être comme ça qu'ils ont su certaines informations. Probablement que les gens de la SQ jasaient sur le terrain de tennis, puis Michel de Varenne prenait des notes. Le boss, c'était Claude Valence. Puis là, je m'excuse pour tout le monde qui va pas arrêter de penser à Sylvie Moreau dans une galaxie près de chez vous. Il avait 48 ans et c'était un amateur de chasse et pêche qui travaillait comme garde-chasse et qui connaissait les forêts du Québec comme le fond de sa poche. Est-ce que c'était aussi un champion de E1 et 2 et cha-cha-cha? L'histoire ne le mentionne pas. Peut-être que Michel de Varenne lui avait donné des petits cours. Peut-être que Michel de Varenne a donné des petits cours de cha-cha-cha à Charles Marion pendant sa captivité. Oh, ça serait le fun, par exemple. Là, on trompe l'ennui. Danser le cha-cha avec une cagoule sur la tête à la lueur des chandelles. Si tu n'aimes pas ça, on peut essayer la salsa. Oh là là! Oh là là! Et la guacamole! Mon excellent jeu de mots de la journée. Le boss rêve de devenir propriétaire de plusieurs terrains, chose qu'il put accomplir entre autres grâce à une compensation qu'il avait eue de son assurance en se crevant un œil en travaillant. Quoi? Oui, il manquait un œil. Et as-tu fait ça de manière délibérée, Non, c'était un accident de travail. Ah, ok. Je pensais qu'il s'était délibérément crevé un œil pour accomplir son rêve. J'étais comme, ben voyons donc! Il était motivé! Ok. Et boy! Yeah. Sa femme, Jeanne Valence, avait 42 ans et faisait partie des accusés, mais il a été difficile de déterminer le rôle qu'elle avait joué dans l'affaire. En dernier, on retrouve René Chalifou, 57 ans, opérateur de machinerie lourde qui avait participé à l'enlèvement de Charles Marion à son chalet à Stoke, mais son rôle se serait pas mal limité à ça. Et la dernière femme, Louise Beaubien, on n'a jamais vraiment su quel rôle elle avait joué dans l'affaire. OK. Là, le procès va s'entamer assez rapidement à l'automne 78. Et on va décider de juger le couple Valence séparément des autres complices parce que Claude Valence avait l'air d'être pas mal plus au courant que les autres. OK. C'est Maître Sauvé qui va servir de procureur à la couronne. Pendant son plaidoyer, il va essayer d'exposer les conditions inhumaines dans lesquelles Charles Marion a été détenu à l'aide d'une maquette répliquant la cache où il avait été emprisonné. Ensuite, pour établir la raison pour laquelle Marion avait été ciblé par les ravisseurs, Maître Sauvé va présenter une série de documents qui avaient été saisis chez le couple Valence après leur arrestation. Dans les documents, on énumérait divers candidats potentiels parmi les gérants de caisses et de banques des environs de Sherbrooke. On trouvait les noms, les adresses, les membres de leur famille, des détails sur leurs habitudes et leurs déplacements, leur âge et leur état de santé. Une autre liste énumérait des critères établis par les ravisseurs pour évaluer les chances de survie de chaque candidat à leurs conditions de détention dans le bois et leur potentiel à s'attirer la sympathie du public. C'est donc sur Charles Marion que le choix s'est arrêté parce qu'il partait souvent seul pour des longs voyages de chasse et de camping sauvage. Donc, ils se sont dit qu'elle allait survivre dans le bois. Mais ouais, pourquoi pas. Puis aussi, grâce aux documents qui ont été saisis par la SQ, on a pu établir que Valence et ses comparses avaient commencé à planifier l'enlèvement en 75, moment où ils ont commencé à le prendre en filature, et c'est à l'été 76 qu'ils ont bâti la cache où Marion allait passer 82 jours. C'est le long con. Exactement. Donc, on avait débuté les travaux un an avant pour laisser le temps à la végétation de pousser et de dissimuler l'entrée de la cache. Oh, c'est quand même brillant, ça. Parmi les témoins appelés par Maître Sauvé, on va retrouver des propriétaires des chalets voisins à celui de Charles Marion qui vont reconnaître les accusés et affirmer les avoir vus rôder aux alentours des propriétés de la victime. Un des témoins va même jusqu'à déclarer qu'il a vu la famille Valence jouer au tennis sur des courts situés à moins de 300 mètres de la demeure des Marion et manger des sandwichs qu'ils avaient apportés avec eux. Non! Enfer et damnation! Pourquoi ce détail incongru? C'était vraiment dans les rapports de cours, mais ça disait pas si c'était de la salade d'œufs, de jambon ou de poulet, fait que j'étais un petit peu déçue. Ben, je me le demande. J'espère que c'était de jambon. Oui, c'est les meilleurs. Quand on questionne Claude Valence, la défense s'efforce de mettre l'accent sur la possible implication de Charles Marion dans la planification de l'enlèvement. Alors Valence, il jure up and down qu'il était juste un chauffeur dans l'affaire et qu'à un certain moment, il aurait même vu Charles Marion sortir de sa cache pour prendre une petite marche en forêt. Quoi? Pour s'attirer la sympathie des jurés, il va même jusqu'à éclater en sanglots en déclarant que les aveux qu'il avait faits à la police avaient été faits sous la contrainte et que les policiers l'avaient menacé, lui et son épouse, de sévices corporels. Ouais, mais à voir comment la SQ s'est comportée avec Pierre Marion, ça m'étonnerait pas. Ouais, moi aussi, je suis comme, ce bout-là, on dirait que j'y crois. Ouais, j'ai comme envie d'y croire. Interrogé par l'avocat de la couronne, Valence va jurer que sa femme et lui n'ont également rien à voir dans les communiqués qui ont été échangés entre les ravisseurs, la SQ et la caisse. Pour lui donner la chance de corroborer l'affirmation, Maître Sauvé va dicter à Valence un extrait d'un des communiqués que celui-ci doit rédiger à la main, donc live pendant le procès.
Une fois la chose faite, Sauvé va saisir le papier et le comparer au communiqué original. Et là, sur les 2 papiers, on constate que la phrase « On est écœuré des menteries des crottés de policiers » comporte la même faute d'orthographe, soit un H après le C dans « écœuré ». Donc, il avait écrit « écheuré ». Un chœur, comme les gens qui chantent. Écheuré. Écheuré. Et on va aussi demander à une graphologue d'analyser les communiqués et le papier fait en cours. Et elle va pouvoir confirmer qu'une trentaine de documents saisis par la SQ ont été rédigés par Claude Valence ou son épouse Jeanne. Et en fouillant dans le passé de Valence, on va apprendre qu'il avait fait faillite pour 73 000 $ en 1957 et avait perdu près de 135 000 $ à la bourse et devait environ 30 000 $ à des compagnies de prêt. Okay. Donc on pouvait deviner qu'il y avait besoin d'argent, le monsieur. Et, autre élément assez incriminant pour le couple Valence, toujours après leur arrestation, il y a des documents qui ont été saisis à leur domicile qui permettaient d'établir qu'ils prévoyaient un nouveau kidnapping. Oh. La cible, cette fois-ci, Paul Desmarais, président et chef de la Power Corporation et grand collectionneur d'art moderne. Pas les Desmarais. Et là, Paul Desmarais a dû se rendre en cours pour s'identifier sur des photos qui avaient été prises chez le couple Valence. Donc, c'est le fun. Monsieur, saviez-vous qu'on allait vous kidnapper? Non, et j'étais heureux de ne pas le savoir. Ah! Et Michel de Varenne va refuser de témoigner contre Valence parce qu'il craignait que son témoignage se retourne contre lui pendant son propre procès qui devait avoir lieu quelques mois plus tard. Ouais, je comprends un peu. Alors, on va se servir du témoignage qu'il avait fait au moment de son arrestation et où il décrivait en détail ses relations avec le couple Valence et affirmait que Marion n'avait rien à voir avec son enlèvement et que les rumeurs affirmant le contraire avaient été lancées par Claude Valence lui-même pour faire planer le doute si jamais il devait être pris. Le jury va devoir délibérer sur 5 chefs d'accusation. Donc, conspiration pour enlèvement, détention forcée, tentative d'extorsion et extorsion de 50 000 $. Okay. Tu veux-tu deviner le issue of the procès? Culpable! Il va être jugé coupable, Yes! mais seulement de la tentative d'extorsion. Ah, pour vrai? Et il va écoper d'une peine d'emprisonnement de 6 ans et va être blanchi des 4 autres chefs. Oh! Ensuite, Jeanne Valence, elle va avoir une peine d'emprisonnement de 3 ans. Mais il va écoper de 6 mois supplémentaires quand, dans une enquête connexe, elle va être reconnue coupable d'une tentative d'extorsion de 250 000 $ auprès du gérant d'une succursale de la Banque Royale de Sherbrooke. Dans le fond, il avait envoyé des menaces de bombes, puis encore une fois, ils ont réussi à identifier son écriture. Ça doesn't look good, madame. Non, madame, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Ça a l'air inculpabilisant. Non, c'est ça. Incriminant. Incriminant. C'est pas un mot qui existe. Michel de Varenne, lui, va passer aux aveux dès le début de son procès. Il reconnaît avoir enlevé Charles Marion contre son gré, avoir tenté d'extorquer la caisse des jardins et d'avoir effectivement extorqué la famille Marion de 50 000 $. Il va écoper de 12 ans de prison. Que je trouve un peu que Claude Valence en a eu aussi peu versus lui. Oui, effectivement. Bon. Et René Chalifou va écoper de 6 mois de prison en reconnaissance de sa collaboration avec la justice et de son rôle, somme toute, assez marginal dans l'affaire. Chalifou avait même téléphoné lui-même à une ligne ouverte sur l'affaire Marion pour avouer qu'il avait participé à l'enlèvement et que Charles Marion n'était pas consentant à être enlevé. Mais quand est-ce qu'il a fait ça? Pendant l'enquête, il aurait déjà appelé à une ligne ouverte. Mais il y a personne qui avait le goût de retracer cet appel-là? Apparemment non. La SQ était trop occupée à surveiller Pierre Marion. OK. Enfin, on a toutes nos priorités dans la vie. Hein? Écoute, en juin 1989, Claude Valence va mourir abattu devant son domicile de Notre-Dame-des-Bois en Estrie à l'âge de 56 ans après une dispute avec un voisin. Non, tu mettras pas ta clôture là. Bang, bang! Mais c'était au sujet d'un chien qui arrêtait pas d'aboyer. Non, tu vas pas faire aboyer ton chien dehors. Bang, bang! Oh my God! C'était tout aussi petty. Charles Marion, malheureusement, il va jamais se remettre de ce qui est arrivé. Même si la cour l'avait blanchi des accusations de participation à son enlèvement, sa réputation est entachée. Mais c'est pas mal terrible comme accusation quand même. Et beaucoup de gens continuent de le croire coupable, même à ce jour. Pierre Marion va même essayer de faire des démarches auprès du premier ministre du Québec, à l'époque René Lévesque, et du mouvement Desjardins et de la SQ pour qu'ils émettent un communiqué officiel dans lequel ils reconnaîtraient l'innocence de Charles Marion dans l'affaire, mais jamais on va donner suite à ces demandes. Ouais, mais même s'il avait fait ça, ça change rien dans l'opinion publique, car... La Caisse, elle, a quand même octroyé à Charles le statut de retraité, ce qui l'a rendu admissible à une pension, et le gouvernement du Québec a décrété que Charles était admissible au régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels, ce qui a assuré un petit revenu supplémentaire. Et là, si grâce à un suivi psychiatrique et à des traitements, Charles s'est d'abord senti repris d'un regain de vie,
ces tendances bipolaires vont finir par reprendre le dessus et le 2 décembre 1999, Charles Marion va retourner une dernière fois à son petit chalet de Stoke et mettre fin à ses jours. Oh. Là, je me questionne sur les peines de prison des gens. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Là, je vais te faire répéter, là, mais en frais de preuves, puis d'identification, puis whatever, qu'on peut trouver dans la cache puis dans la maison. Il y avait rien de plus pour lier Claude Valence à ça. Dans le fond, quand Claude Valence y a écopé de juste 6 ans, ouais. La SQ, ils ont beaucoup essayé de blâmer Charles Marion. Parce que Charles Marion, il avait refusé d'identifier la voix de Claude Valence en cours. Oh, mais peut-être qu'il était mélangé. Parce que dans le fond, il avait jamais vu son visage. Ben c'est ça, peut-être qu'il était mélangé. Mais en même temps, on peut croire que Charles Marion, il avait reçu des menaces de Claude Valence aussi. Puis je veux dire, si Valence avait été innocenté ou si, comme Varenne, il avait réussi à s'échapper de prison... Ouais, c'est ça. On peut te kidnapper. Sa vie aurait pu être en danger. C'est ça. Donc, on peut comprendre qu'il y avait peur. Puis, je veux dire, je trouve que c'est un petit peu du victim blaming que la SQ ont fait là-dessus, parce qu'en même temps, s'ils avaient lâché Pierre Marion, puis qu'ils avaient un peu plus exploré d'autres pistes pendant leurs enquêtes, ben ils auraient peut-être pu le trouver un peu plus rapidement, surtout que, comme je t'ai dit, il y a des voisins qui l'avaient vu rôder autour de chez lui. Claude Valence, ils n'ont pas été discrets, là, comme... Il y a ses voisins qui les avaient même reçus à souper à un moment donné, puis qui voyaient qu'ils surveillaient sa demeure tout le temps. Là. C'est vraiment parce que la SQ, il était trop astiqué à chercher la famille Marion au lieu de regarder autour qu'est-ce qui aurait pu se passer. Mais c'est ça, sauf qu'on sait pas qu'est-ce que la SQ avait en frais de preuves qui aurait pu, tu sais, le forensique, qui aurait pu lier ces gens-là. ADN, empreinte digitale, c'était toutes des preuves circonstancielles. C'est ça, il y avait pas mal juste des preuves circonstancielles. Mais je sais pas, le forensic, dans les années 70, on en était... Je sais que ça existait déjà, mais... Parce que oui, en effet, s'il avait retrouvé genre des cheveux, des empreintes digitales... Ouais, mais non. Parce que oui, la police, Charles Marion les a menés à la cache. Ils ont fouillé la cache, il y a des photos de la cache qui existent. C'est ça. Là. Je peux pas croire qu'il avait pas pu trouver une petite preuve dans un coin là, pour incriminer tous ces gens-là. Peut-être le papier, même, des communiqués, aurait pu avoir comme une trace ou... de l'ADN ou quelque chose. Moi aussi, je me dis, la SQ, me semble qu'ils ont botché cette enquête-là. Là. Ça n'a pas de sens que ça a été aussi long, puis que quasiment par un coup de chance qu'ils l'ont trouvé, Michel de Varenne, puis on est chanceux qu'il ait collaboré. Oui, c'est ça, effectivement. Puis s'il avait pas essayé de manger un 20$, il aurait... Ce détail-là est tellement beaucoup étrange. plus de temps avant qu'il fasse le lien, là. Ah, ce détail-là est tellement étrange. C'est pas mal funko comme détail. Mais c'est aussi que Charles Marion, quand il est sorti de sa cache, il s'était fait offrir un contrat pour écrire un livre sur sa détention. Puis ça a été publié aux éditions Québécois. Je l'ai pas utilisé pour mon épisode parce que ça parlait vraiment juste de ses 82 jours de captivité. Puis j'allais pas vous dire jour 1, il a rien fait. Jour 2, il a rien fait. Jour 2, j'ai mangé du Kraft Dinner. Jour 3, j'ai pas mangé de Kraft Dinner. Jour 4... Je pense pas que ça aurait donné l'épisode le plus riveting ever. Mais le problème, c'est que... Non! Charles Marion, comme on l'a dit d'ailleurs pendant l'épisode, c'était pas un écrivain, c'était le gérant d'une caisse pop. Fait qu'il y avait Ils ont engagé un écrivain qui a pris les notes de Charles Marion et qui a écrit un livre. Donc, il y avait certains détails qui étaient fictifs. Et dans le fond, les avocats de la défense, quand ils ont appris qu'il y avait des bouts du livre qui étaient fictifs, ont fait éliminer le livre comme preuve possible. Donc, Charles Marion ne pouvait pas se servir de son livre pour expliquer ses conditions de détention. Cette preuve-là n'avait pas été admise. Mais ça, je peux comprendre, là. Mais comme... Effectivement. En effet, je trouve que c'est vraiment parce que la SQ, ils ont bretté, puis ils étaient trop astiqués sur Pierre Marion, puis à un moment donné, ça a juste... Ils arrêtaient pas de foncer dans les murs, là. Je veux dire, à un moment donné, t'en as exploré une piste, ça n'a rien donné, t'en explores une autre, là. Oui, c'est ça. Puis je pense que Pierre Marion, il a même passé comme 2 polygraphes. Je pense pas qu'il en a fait juste un, je pense qu'il en a fait 2. Oui, mais les polygraphes, on sait que ça veut rien dire. Ce ne sont pas les seules preuves qui sont admissibles en cours. Ça prend d'autres choses. Effectivement, ça prend d'autres choses. Ah, c'est triste pour Monsieur Marion. Puis, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On donne pas souvent notre opinion parce qu'on essaie de pas faire de la diffamation ni rien, là, surtout qu'il est mort, c'est triste. Et Pierre Marion est encore en vie, lui, fait que je veux pas être dans le trouble, moi non plus. Bonjour, Pierre! Il me semble aussi qu'ils sont en train de préparer une série télé sur l'enlèvement de Charles Marion. Il me semble que j'ai vu des nouvelles passer. Nice. Mais je trouve que ce cas-là, ça montre un peu les dangers de l'opinion publique. Ouais, pas mal, hein. Parce que, je veux dire, au terme
du procès, on a vraiment disculpé Charles Marion. On a dit non, il n'y avait rien à voir dans son enlèvement. Ouais. Je veux dire, la liste qu'ils ont trouvée avec les critères, les noms, puis tout ça, je pense que c'est une assez grosse preuve de comme non, c'était planifié, là. Ouais, mais les gens, ça les intéresse pas, ça. Ils veulent le sensationnel. Puis c'est beaucoup plus sensationnel de dire que Charles Marion aurait lui-même stagé son propre kidnapping avec l'aide de son fils. C'est ça, puis je veux dire, je pense que... Mais c'est quand que ça arrive, ça? Dans District À 31... part dans... C'est ça! À part dans District 31! C'est quand que ça arrive, des affaires de même? Comme, je pense que si tu fake ton enlèvement, donne-toi des meilleures conditions de détention tant qu'à... Oui, effectivement. Il était magané comment? Il avait-tu beaucoup perdu de poids? Il avait perdu énormément de poids. Ouais, pour ça qu'il était à l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça. Il était en malnutrition. La lumière s'était rendue trop fort pour lui, puis c'était aussi pour avoir des soins psychiatriques. Je veux dire, il était complètement... il avait perdu le fil, parce qu'à un moment donné aussi, quand tu vois plus le soleil puis tout ça, c'est difficile de savoir où est-ce que t'es, quel jour que t'es, etc. Il en avait un peu perdu des bouts. J'ai juste trouvé ça triste parce que ça disait qu'au début, les traitements psychiatriques avaient super bien fonctionné. Il avait... Ouais. Il était parti en voyage, il avait beaucoup d'espoir pour sa vie, puis il a même donné une entrevue quand Claude Valence est décédé. OK. Puis il disait, tu sais, c'est un cauchemar, mais je passe par-dessus, puis bon, c'est une autre génération, puis il dit, je suis un bon chrétien, je veux les pardonner. Ça fonctionnait juste plus à la fin, là. Il était rendu trop malheureux, il était très seul aussi, il s'était séparé. Mm-hmm. Il vivait avec Aline, par contre, puis il s'était rendu qu'il voyait pas mal juste Aline et Pierre. Aussi, quand ses amis, admettons, il y avait des maladies ou quelque chose, lui, il avait de la misère avec la compassion parce qu'il avait vécu quelque chose de vraiment terrible lui-même, donc ça a été très difficile. Il a jamais vraiment réussi à reprendre sa vie normale. Oh, c'est très triste. Éventuellement, c'est ça. Je trouve que la fin, c'est vraiment triste. Là. J'aurais vraiment aimé finir sur... il a retrouvé son fils, puis on a arrêté les méchants, puis tout était beau. Ouais, c'est ça. Oh, c'est très triste. Ben, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui était bien triste, mais bien le fun. Non, mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on a comme épuisé les cas qui sont comme vraiment très drôles, ha 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 ha, puis là, on est rendu à des affaires qui sont comme humainement tragiques. Ouais. Mais c'était très beau, pis c'est super bien raconté, merci beaucoup. Oh, merci pour ton écoute. Ah, ben de rien. On espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous rejoindre à unpeudecrime@gmail.com. On prend toujours les suggestions pour les cas. Là, si vous me suggérez de refaire mon cas sur Raël, ça se peut que je vous donne une coupe de claques, mais à part de ça... Oh. On l'entendra jamais! Fait qu'à part de ça, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Sinon, vous pouvez nous suivre. On est sur Facebook, @unpeudecrime. Et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. J'ai toujours de la misère à le dire, ce bout-là. Et là. Et nous avons aussi une boutique Etsy, dont le lien est dans notre page Facebook. Puis là, on est comme en restructuration de boutique Etsy. C'est bien compliqué. Mais à un moment donné, on va continuer à vendre des affaires sur notre boutique. Donc, stay tuned et on va vous donner des nouvelles de notre boutique dès qu'on sera capable d'arrêter de faire casser toute notre marchandise par Post Canada. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous ne vous intéressez pas à District 31, vous avez le droit. C'est correct. Mais vous savez pas ce que vous manquez. Hey. Donc, on va vous dire dans 2 semaines pour un autre cas qui ne sera pas l'histoire de Claude Varillon et les Raéliens, malheureusement, mais une autre affaire complètement différente. Et si vous aimez District 31, restez avec nous parce qu'on va commencer à l'instant les 2 minutes de Babine. Bon là, mon chum, là, OK, là. j'ai quelque chose à te conter. Là. Ah, je t'écoute, mon partner. Bon. À un moment donné, c'était il y a un certain bout de temps. C'était le début d'une saison, fait que c'était comme l'automne, tu sais. Ah, ben oui. On buvait des pumpkin spice. Ouais, bon, il y a pas de neige encore. Là, ça commence avec un gentil petit monsieur qui collecte le linge dans les grosses boîtes en métal où tu mets du linge. Ah tu oui, sais, dans les ces rues. affaires-là. Ces affaires-là, là, le linge plein de punaises de lit, là, ben c'est ça, il collectait ça. Puis tout à coup, il a senti quelque chose dans un tas de collecte de linge, puis là, il a dit « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a mis une poupée dans le tas de collecte de linge. » Mais je te laisse deviner, mon chum, que c'était pas une poupée. Oh non, c'était quoi? C'était plus terrible que ça. Oh non. C'était, comme dirait Stéphane Pouliot, un bébé. Oh non, pas un boboy. Il y a quelqu'un qui a mis un bébé dans un container de linge. Oh non, c'est bien terrible. Fait que là, ça se ramasse aux homicides. Puis Oh. le Bruno, il est comme « Ben là, c'est bien terrible! » Parce que lui, il aime pas ça s'occuper des enfants. Mais il est obligé, Jean-Loup le hot dog.
C'est lui l'expert. C'est son serment de police. Puis c'est lui l'enquêteur. Fait que... c'est lui l'enquêteur. Bruno, si t'aimes pas ça, va travailler chez Tim Hortons. Ben oui, c'est ça. Change de division, fait quelque chose. Mais là, c'était dans le temps où Babine était en dépression plus que jamais, pour plein de raisons. Et qu'il était parti faire semblant qu'il était en Thaïlande, mais en fait, il était dans une pièce, puis c'était Zoom, puis il y avait comme un fond, comme s'il était comme en Thaïlande, mais c'était pas vrai. Et une nouvelle femme à toutes les fois qu'il appelle. Ah ouais, ça se promenait, Babine, ça se donnait. Fait que ça se promenait, les Babines. C'était open season sur Babine. Hey, ben c'est toujours open season sur Babine à partir du premier épisode de la première saison. Fait que, de retour à l'histoire, Jean-Loup le hot dog a un partner, le maudit Patrice Godin, Yannick Dubo. Il fait peur, je l'aime pas. Il fait toujours peur. J'ai jamais vu ce gars-là jouer un personnage qui faisait pas peur. Ah non, il faisait peur dans Destiny. Comment le monde font... Oui, mais je comprends pas pourquoi les gens... Parce que tout le monde le trouve donc beau, ce gars-là, puis il est donc beau, puis il est donc charmant, puis oh mon Dieu, il fait peur en tabarnouche! Il est pas beau! Il me donne l'énergie de quelqu'un qui a quelqu'un dans son sous-sol. Il est effrayant! Bon, en tout cas, fait que Jean-Loup le hot dog Duval est un nouveau partner. Donc, il commence à enquêter là-dessus, puis là, ils vont checker les caméras de surveillance, puis là, ils voient un matin une silhouette encapuchonnée. Oh non! Aller porter un bébé dans la boîte à linge. C'est pas là que ça va! Fait que là, faut retrouver la silhouette encapuchonnée. Puis là, ils se disent, mon Dieu, mais qui est-ce? Comment va-t-on faire pour trouver cette silhouette encapuchonnée? Gandalf. C'est quelqu'un qui porte un kangaroo! Gandalf! Et là, Isabelle, qui est toujours plus brillante que tout le monde, leur dit, ben, vous avez juste à chercher des femmes qui sont passées dans le coin à ce moment-là, ou des femmes qui viennent d'avoir des bébés. Puis là, Jean-Louis est comme, mais comment tu sais que c'est une femme? Puis elle dit, parce qu'il y a une sacoche dans la poussette du bébé. Oui, il y a une sacoche dans la poussette du bébé. Ça prenait pas la tête à Papineau pour comprendre ça! Fait que là, Jean-Louis même là, messieurs, si vous voulez traîner une sacoche, c'est full correct. Vous avez le droit. On va chercher les hôpitaux, pip. Fait que là, il appelle à tous les hôpitaux qui n'existent pas, comme l'hôpital Saint-Michel, dont il arrête pas de parler. Fait que là, il appelle là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accouché, puis qui son bébé qui est mort, blabla. Puis il donne une description du bébé avec, identification, là, je fais un signe comme si j'étais encore au téléphone. Ouais. Mais non, c'est ça, fait qu'ils décrivent le bébé, tu sais, qu'il y avait des taches de naissance, puis des affaires comme ça. Puis là, non, il y a personne qui a vu ce bébé-là, mystère et boule de gomme, jusqu'à ce que... Le bébé invisible. Là, bien sûr, ils vont faire appel au maudit Jean Brière. Puis là, le maudit Jean Brière, le journaliste, va mettre ça dans les journaux, tu sais, on fait appel au public, on cherche quelqu'un qui est allé domper un boboy dans une boîte de linge. Et là, il y a une femme qui se manifeste et qui dit « Bonjour. Bonjour Jean-Loup le hot dog, bonjour Yannick Dubo. Je suis une sage-femme et j'ai été invitée à aller à l'appartement à quelqu'un pour un accouchement. Et je pense que le bébé que vous avez retrouvé, c'est ce bébé-là. » Elle était une sage-femme sage. Elle était une sage-femme sage. Elle était peut-être une doula ou je sais pas quoi. Fait que là, Madame Doula est allée douler et elle a fait accoucher une jeune fille dans un appartement. Fait que là, il retrouve l'appartement et la personne qui loue l'appartement est une belle jeune femme dont j'ai oublié le nom. On va l'appeler Madame 1. C'est une Française. Moi, je suis pas bonne avec les noms des gens. Donc, Madame 1, il l'amène en interrogatoire. Puis la Madame 1, elle dit « Oui, j'avais loué cet appartement-là et c'était parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Mais je sais pas c'est qui, je peux pas dire pourquoi, et blablabli, et blablabla. » Et là, éventuellement, patience. Oh, sacrément patience, ça! Elle a un jour... Éventuellement, ils finissent par comprendre que c'était son amie, Sandrine. Sandrine était l'amie de Madame 1. Et Sandrine était venue de France pour accoucher dans l'appartement avec la Madame sage-femme Doula. C'est un plan très précis. C'est un plan très précis. Puis là, tout le monde a beaucoup de questions dans le style, là, tu sais, OK, elle a accouché, peut-être que le bébé était mort-né, mais là, si le bébé était mort-né, pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Puis là, Sandrine a dit, mais je savais pas quoi faire! Ah! Puis là, Jean-Loup lui répond, ouais, mais les hôpitaux, vous avez ça en France, là? Vous devez bien savoir c'est quoi les procédures quand il y a quelqu'un qui meurt, tu vas pas juste domper le corps dans une vidange, tu sais? Ah, no nonsense, Bruno! Fait que là, c'est ça, Sandrine, sa première histoire de, ben là, je suis venue accoucher, le bébé était mort-né, il y avait plus rien à faire, fait que je l'ai mis dans un container parce que j'ai paniqué. Il trouve ça très, très louche. Et là, il trouve ça d'autant plus louche quand ils finissent par saisir son personal computer et aller fouiller dans le personal computer. Et là, Daxia, la technicienne en renseignement, trouve sur le dark web des échanges entre Sandrine et un couple québécois à qui elle voulait vendre son bébé. Oh my God! Là, on est complètement débarqué du... Là, si vous pensiez encore qu'on était sur un hobby horse réaliste, là, non, on va débarquer de ça tout de suite, on n'est pas là-dessus pantoute. Donc, Sandrine était venue au Québec pour vendre son bébé à un couple. Et là, en fouillant plus, Daxia découvre que
Sandrine était venue au Québec pour vendre son bébé à un couple québécois, mais elle l'avait déjà promis à un couple de Roumains. Oh non, j'haïs ça quand ça arrive! Oh my god! Fait que là, madame numéro 1, là... Oh non! Dans le fond, c'était pas vraiment l'amie de Sandrine. Oh C'était non. une proxénète de vente de bébés dans un réseau international de trafic de bébés français. C'est une job très niche. Oui. Et là, finalement, la vérité sort. Sandrine, elle raconte à Jean-Loup le Hotdog que elle a accouché du bébé et le bébé était correct. Et là, à un moment donné, elle a décidé que c'était trop. Et là, elle avait promis le bébé à des Québécois, mais elle avait promis le bébé à des Roumains. Et là, elle avait peur des représailles. Et elle s'est dit, mon Dieu, mais ce serait plus facile si le bébé était mort. Alors, elle avait étouffé son bébé. J'aime ça que tu ris, parce que c'est juste mon accent, hein, parce que c'est vraiment dramatique. Ben, c'est aussi le train of thought, là, de que je sais pas quoi faire, fait que je vais juste me sacrer le feu. Je comprends même pas. Donc, c'est ça, elle avait choisi, finalement, prise au milieu de ce dilemme où elle avait promis le bébé à plein de gens, d'étouffer son bébé au lieu de juste aller voir la police ou aller à l'hôpital ou faire je sais pas quoi, là. C'est pas très, très logique. C'est comme si j'avais accidentellement fait des plans avec 2 personnes, puis qu'au lieu de juste m'excuser à quelqu'un, je fakais ma mort. Tu te pitchais en bas d'un pont, exactement, c'est ça, c'est... Oh non, au lieu d'avoir à canceller mon souper, est-ce que je cancelle mon souper au Saint-Hubert ou mon souper à la cage au sport? Je pense que je vais me tirer en bas d'un pont. Voyons donc. Donc, Écoute, hein. c'est ça, c'est... là, Jean-Loup et Yannick Dubois étaient comme, c'est dégueulasse. Non, eux autres, c'est pas des Français. C'est une dégueulasse, madame! Vous êtes une dégueulasse, madame! Puis là, pendant tout ce temps-là, Stéphane Pouliot était complètement incapable de prononcer le mot bébé comme il faut. Puis c'était toujours le bébé mort. Le pauvre bébé est mort! Le pauvre bébé, il est mort! Fait que c'est comme ça que se termine cette histoire. Sandrine s'en va en prison. Madame numéro 1 s'en va en prison. Ne passe pas go, Le couple de Québécois qui voulait acheter le bébé s'en va en prison. Tout le monde s'en va en prison. Puis la conclusion de cette histoire, c'est, même si vous faites des affaires sur le dark web, Daxia est capable de les retrouver. Elle voulait pas faire comme dans la Bible, là, que de découper le bébé en 2, puis la personne qui veut pas, c'est clairement sa mère, parce qu'elle veut pas qu'il se fasse mal. Non, elle a pas pensé à faire ça pour toute Sandrine. Il y a plein de trucs et conseils dans la Bible. Il faudrait les suivre plus souvent, effectivement. C'est comme quand t'as un bébé puis tu le veux plus, tu le mets dans un panier puis tu le mets sur la rivière, puis là, il se retrouve au palais. Et ça devient Moïse. Voilà. Ah! For more life hacks, check out la Bible. Ah! C'est intéressant quand même qu'on ait fini ça sur une belle histoire de la Bible. Fait que c'est ça que je voulais te conter, mon chum. C'était l'histoire terrible du boboy. Oh, merci, mon chum, de m'avoir parlé du pauvre petit boboy. On espère que vous avez trouvé ça édifiant, cette histoire. Non, pas pantoute, il n'y a pas de morale. Puis ça a comme pas de bon sens. Puis la saison 3 de District 31, ça c'est la toute première histoire du début de la saison 3. Là. La saison 3 de District 31, là, ils ont craqué ça, là. Ils ont craqué l'ampli à 11. Comme dans This is Spinal Tap, pour le sensationnalisme, parce que tous les cas qu'ils ont, là, c'est juste des affaires qui ont aucun maudit bon sens. C'est des affaires épouvantables qui ne sont plus du tout dans le monde réaliste dans lequel on vit. Non, là. C'est dans le monde du District 31. C'est dans le monde du Grand Montréal. Le Grand Montréal. Fait que c'est ça, mon chum. Merci beaucoup. Partner, c'était vraiment intéressant, puis j'espère qu'on retrouvera pas d'autres pauvres petits bobouilles. Ben là, jusqu'à date, dans la 3e saison, il y en a pas eu d'autres. Alright, faites attention à vos bobouilles, gang. Ouais, mettez-les pas dans des containers à linge. Alright. 10-4, partner. 10-4, mon chum.